Et je pense que c'est une fille super. Mais le dernier rendez-vous que j'avais eu avec elle, elle m'avait dit vous revenez me voir dans tant de temps, ou si vous avez du mal à tomber enceinte. Et je me suis dit, putain, elle n'a pas le droit de me mettre dans cette case. Ouais. En fait, je crois que je ne voulais pas entendre ça. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que, évidemment que je cochais toutes les cases pour avoir du mal à tomber enceinte. Mais je n'acceptais pas qu'on me range dans cette case avant de m'en donner l'opportunité et la chance d'essayer. Et ça m'a beaucoup déçue. Mais je comprends en même temps. Enfin, je veux dire, les médecins, ils ont des trucs. Elle est comme ça, comme ça. Bon, à moins d'un miracle, évidemment, qu'elle va galérer, en fait. Donc, j'ai changé de gynéco. Et voilà. Là, c'est clair que on a refait le point. Bienvenue sur Casse & Pause, le podcast qui soutient les parents en Ille-et-Vilaine en parlant de maternité et de parentalité dans toutes ses formes. Pour ensoleiller le quotidien lourd et apporter le rire, l'espoir et l'empathie qui peuvent parfois cruellement te manquer. Je suis Kérianne Pierre, doula et accompagnante parentale du côté de Rennes. Casse & Pause, ça vient du créole mauricien et ça veut aussi dire quelque chose en breton. Ici, tu vas te relaxer, en créole mauricien, et t'envoler en parole, en breton donc. Ici, ta parole compte. Elle est importante. Bienvenue sur Casse & Pause. En général, je regarde, tu vois, les deux petits voyants. Je vais juste me permettre de replacer le micro qui tombe parfois. Donc si jamais, voilà, il est comme ça. Il faut qu'il soit un peu juste en dessous de ma... En général, vraiment en face, mais n'hésite pas à jouer avec toi-même, ça me gêne pas. Voilà, c'est très bien. Bonjour Manon. Bonjour. Bienvenue sur Casse & Pause. Tu es ma dernière invitée de la saison, donc je suis très très heureuse de t'avoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé sur Casse & Pause, mais dont on entend un peu plus parler maintenant. Le SOPK, mais qui a changé de nom, le SMOP maintenant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter un petit peu. Merci, je suis ravie d'être ici avec toi aujourd'hui. Donc je m'appelle Manon, j'ai 36 ans, j'habite en Bretagne, pas loin entre Rennes et Fougères. Et ça ne me définit pas entièrement, mais voilà, je suis maman d'une petite Candice qui est née le 11 mars 2023 et qui a 3 ans cette année, qui a déjà ses 3 ans. Voilà. C'est chouette, hein. C'est trop petit à cet âge, c'est 3 ans, c'est un bel âge. Ouais. Avec parfois ces petites difficultés passagères, mais bon, non, c'est vraiment c'est un éveil permanent et c'est vrai que c'est très curieux et voilà, c'est des petites bêtes curieuses et c'est vraiment c'est chouette quoi. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui, Manon ? Je vais bien. Je dirais qu'on est là en début de week-end, un week-end qui s'annonce malgré tout très chaud, mais on a encore l'esprit assez frais pour pouvoir se parler ce matin. Donc, je pense qu'on a bien opté pour l'heure en début de matinée pour se rencontrer toutes les deux. Voilà, synchronicité, quelque chose qui s'est passé, nickel. Voilà. Pourtant, on ne savait pas qu'il allait faire si chaud à ce moment-là. Non, mais en vrai, voilà, ça permet aussi de prendre une petite pause, de faire le point et puis de se retrouver dans un endroit où je ne me serais jamais retrouvée si j'avais pas eu l'occasion d'être mise en contact avec toi il y a quelques mois. Merci à toi. Alors donc je disais en introduction, toi tu es venue parler de ton parcours donc en tant que maman, mais aussi parce que toi tu vis avec le SMOP depuis plus de 20 ans, hein, c'est bien ça ? Ouais. Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment tu as découvert Toi tu utilises toujours le SOPK ou est-ce que le SMOP SOPK parce que je suis habituée, mais SMOP, on peut dire SMOP ou SMOP, c'est plus facile à dire. Allez, on part sur du SMOP. Très bien. Donc du coup ça a été renommé le SMOP, tu as donc une petite fille de 3 ans et donc ces syndromes maintenant, puisque du coup l'idée c'est d'englober tous les syndromes, comment est-ce que tu l'as découvert déjà à ton adolescence ? Alors c'est vrai que c'est un syndrome qui est assez particulier parce qu'il est insidieux dans le sens où il n'est pas visible particulièrement, mais il se manifeste par plusieurs symptômes. Et c'est vrai que... Alors, je ne prends pas mon cas du tout pour une généralité, mais j'imagine que souvent, ces diagnostics-là peuvent arriver à l'adolescence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le déclenchement, c'est l'arrivée des règles, en fait, quoi.
Moi, j'ai eu mes règles quand j'étais en 4e, donc je devais avoir 13-14 ans. Je m'en souviens très bien, c'était un 11 septembre, donc je ne sais pas pourquoi, mais le 11 septembre, bah voilà, je trouve que c'est une date qui est très facile à se souvenir, donc on va bientôt fêter l'anniversaire de mes règles. Voilà, et du coup, j'ai eu mes règles, et en fait, je n'ai pas de souvenir net, hein. Clairement, j'ai 36 ans, ça fait plus de 20 ans, mais on peut dire que mes cycles étaient très, très, très irréguliers, donc je pouvais avoir mes règles, je pouvais être presque 6 mois sans avoir de règles, elles revenaient. Tu vas trouver ça peut-être très étonnant. Moi, je suis pas particulièrement cartésienne, mais à cette époque-là, j'avais une amie qui habitait pas très loin de chez moi, avec qui on passait beaucoup de temps ensemble, et des fois, j'allais dormir chez elle. Tu pouvais être sûre qu'à chaque fois que je dormais chez elle, mes règles arrivaient. Je sais pas pourquoi. Je m'étais mis dans l'idée que bon, bah, je vais venir chez toi, donc elles vont arriver. C'est très, très étrange. Je n'ai aucune explication à ça. Et de fait, bon, bah, cycle irrégulier. Au début, on se dit, bon, bah, voilà, est-ce que c'est normal, pas normal ? J'avais d'autres symptômes, peut-être pas autant d'acné à cette époque-là, un surpoids, en fait, un surpoids que j'ai eu dès l'enfance. Je me souviens déjà d'avoir été prise en charge par rapport à mon poids quand j'avais 7 ou 8 ans en école élémentaire, donc ça remonte à très longtemps. Et un des symptômes qui était assez criant et pour le coup qui se voyait, c'était lié à une pilosité assez forte, surtout pour une adolescente, et sur des zones du corps où une femme, entre guillemets, ne devrait pas avoir de pilosité. Ce qu'on appelle l'hirsutisme dans le SMOP. Et bien souvent, voilà, c'est des choses, alors pour le coup, qui peuvent être visibles, hein, qui sont très dures à gérer, hein, d'un point de vue psychologique, sociologique aussi. Et donc voilà, c'est vrai que moi, mes cycles étaient vraiment très irréguliers. Ça a quand même mis un peu la puce à l'oreille de ma maman à l'époque. Et on a entamé un parcours de différents tests, analyses. Alors, je me souviens clairement être allée à Rennes pour consulter une échographiste auprès de la gare. Okay. J'avais 16 ans, hein, j'avais 15-16 ans, hein, enfin, tu vois, et ouais, c'est jeune. Et moi, à l'époque, j'arrive à mon rendez-vous, et puis, j'avais peut-être pas qu'à 16 ans, enfin, en gros, j'étais à peine proche de la majorité, parce que je crois que j'y étais allée toute seule. Donc, j'étais quand même en âge de me déplacer seule à Rennes. Et j'arrive pour faire l'écho, elle me dit, bah, vous avez assez bu, vous avez envie en gros, de faire pipi. Bah, j'ai dit, bah non. Bah, en fait, mademoiselle, il fallait quand même prendre ses dispositions. Mais moi, je ne savais pas, en fait. Donc, bah, voilà, c'est dur à ce moment-là, en fait, de se dire, bah, je suis venue pour rien, j'ai un peu un sentiment de culpabilité, et puis, bon, bah, on va refixer un rendez-vous, etc. Je trouve que, bah, à l'époque, le personnel médical, j'ai pas été toujours confrontée à un personnel médical particulièrement à l'écoute. Et je le comprends, parce que bon, dans des cabinets d'échographistes, il en passe des gens à la journée. Mais voilà, moi, je pense que soit j'avais vendu à la commission, soit je savais juste pas qu'à cette époque-là, les échographies, bon, bah, à cet âge-là, évidemment, elles se font par voie, pas par voie interne, hein, évidemment. Je me souviens aussi d'avoir fait un test à Rennes, près de la place du Parlement. Et là, c'était un test sanguin. Et je devais rester toute une matinée dans un labo d'analyse parce que j'avais probablement ingéré une substance qui devait détecter une taux de glycémie, d'insuline ou de testostérone. Là, je suis vraiment... je ne peux pas faire appel à la véracité de mes souvenirs parce que je vais me tromper. Mais voilà, d'être allongée, de reprendre 1 heure après, de me rallonger, de reprendre 2 heures après. C'est un parcours assez long. Et in fine, ça a mis au jour, en effet, ce syndrome qui s'appelait SOPK à l'époque, qui vient d'être nommé il y a quelque temps SMOP, et qui, pour ma part, il y avait 2 critères majeurs. C'était mon taux de testostérone. Mon taux de testostérone était au-dessus de la normale pour une femme. C'est un taux de testostérone, la testostérone étant l'hormone masculine, en fait, qu'on a tout en nous, mais qui se développe plus ou moins de façon nette. Et donc voilà, moi, mon taux de testostérone était au-dessus de la normale pour une femme, ce qui pouvait expliquer en effet ce dérèglement hormonal, cette pilosité qui était très présente et qu'on retrouve surtout chez les hommes. Et l'échographie a mis à jour, en effet, des ovaires polykystiques. Alors, en fait, à l'époque, ce qui posait problème avec ce terme-là, c'est qu'on se dit, j'ai des petits kystes aux ovaires, et puis voilà. En fait, je crois que c'est pas tout à fait ça.
Nos ovaires sont caractérisés en fait par la multiplicité des follicules. Mais en fait, on a énormément de follicules. Mais en termes hormonaux, aucun de ces follicules n'arrive à maturité pour enclencher un cycle normal après. Ce qui fait qu'on a des périodes d'aménorrhée très longues. Alors sans pilule, hein, évidemment. Ça, c'est quand on n'a pas de pilule. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai été diagnostiquée assez tôt. Je ne peux pas dire que je regrette d'avoir été diagnostiquée tôt, parce que c'était aussi la preuve d'un accompagnement de mon entourage familial pour prendre en charge cette maladie. Mais après, j'ai consulté une gynéco qui était à Rennes. Et c'était un peu particulier parce que voilà, j'étais quand même gamine. Les temps d'attente dans les cabinets étaient très longs. Et puis, c'est vrai je me souviens en fait qu'elle m'a jamais examinée. Okay. Elle n'a jamais regardé ma pilosité, etc. Donc c'est vrai que ça interroge. Mais bon, quand on a cet âge-là, on dit trop rien. Et puis, je pense que j'étais accompagnée de ma maman à l'époque. Et puis, je pense qu'il y a toujours un peu une barrière de je méconnais la science, je méconnais la médecine, donc je vais faire confiance, en fait. Ouais. Et en soi, elle était bien dans son rôle. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même quelques questionnements du fait que, par exemple, je ne m'ai jamais examinée au niveau gynécologique. Okay. Mais j'ai été très rapidement mise sous traitement. Et par traitement, tu veux dire pilule, c'est ça? Alors, c'est vrai du coup, à cet âge-là, clairement, je n'avais pas du tout eu de rapport sexuel, etc. Mais j'ai été mise sous pilule. Donc, c'est vrai que moi, même à cette époque-là, c'est vrai que je m'interrogeais. J'ai été mise sous pilule, pourquoi ? Parce qu'en fait, la mise sous pilule me permettait de retrouver des cycles réguliers. Et je pense que ce n'était pas tant ça l'objet, c'était aussi de mettre en sommeil certains symptômes. Quand on prend la pilule, quand on a le SMOP, évidemment, on va constater qu'on a moins d'acné. Parce que c'est une pilule qui va endormir une certaine hormone qui va permettre de mieux gérer ces symptômes-là. C'était à l'époque des pilules très particulières qu'on appelait des pilules de 3e génération, la Diane 35 notamment, qui a été un peu au cœur de polémiques après coup, hein. Par rapport à des symptômes qui étaient très gênants. Des femmes, parfois, si une femme fumait, par exemple, et prenait la Diane 35, ça pouvait vraiment faire cocktail Molotov et être assez mauvais du point de vue de sa santé. Donc moi, j'ai été mise sous pilule. Et par ailleurs, j'ai été aussi mise... on m'a prescrit un traitement à l'époque. Je pense que là, pour le coup, j'étais majeure. Hein. C'était un peu plus tard. On m'a prescrit un traitement qui s'appelait Androcur. Ce traitement, il était très facile à prendre. C'était des petits comprimés, un peu comme une pilule, qu'on prenait sur des périodes données, à des moments de la journée, matin, midi ou soir. Et c'est un traitement qui est en fait tout à fait détourné de son principe premier, parce qu'il me semble, à vérifier, je vais peut-être dire une bêtise et je m'en excuse parce que je ne me suis pas re-renseignée avant de venir, mais il me semble que c'est un traitement qui est prescrit dans le cadre de soins liés à des cancers chez les hommes. Okay. Voilà, donc c'est un peu comme... qu'est-ce qu'on avait le Mediator, en fait, tu vois, qu'on a pu donner à des personnes sur d'autres intentions. Donc là, c'était pas du tout l'intention, parce que je ne souffrais pas d'un cancer masculin, évidemment, mais on m'a donné ce traitement qui, encore plus, mettait en sommeil mes symptômes. Okay. J'ai aussi, entre-temps, fait de l'épilation au laser dans un cabinet à Rennes, parce que j'avais une pilosité assez forte au niveau du visage, et notamment sur la partie entre le menton et le cou, en fait. Donc, en gros, la partie où les hommes ont de la barbe, quoi, clairement. Et donc, voilà, j'en passe. Mais au début, tu dis, tu vas aller chez l'esthéticienne, elle va te décolorer ça. Bon, ça marche quelque temps. Hein. Oui. En vrai, après, ça marche plus. Oui. Non, ça marche plus, parce que, voilà. Et puis, je sais qu'il y a des femmes qui se rasent. Oui. Mais moi, je voulais surtout pas ça. Tu t'embarques dans un truc de ouf après, quoi. Et donc, voilà, j'ai fait du laser. Je te cache pas que le laser, c'est pas toujours très agréable. Non, c'est connu pour être assez inconfortable. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a des endroits du corps qui sont plus ou moins douloureux. Je suis pas très douillette, donc je pense que ça m'a bien aidée.
Mais tu sais, c'est pareil, hein, tu vas dans un cabinet à Rennes, là c'était dans les beaux quartiers, donc c'est vrai que c'est un magnifique cabinet, hein, clairement. Mais c'est vrai, tu te retrouves un peu là-dedans, tu te sens un peu petite, et puis je vais pas te mentir. Là, je pense que j'étais plutôt à la fac après. Quand tu ressors de là, t'as une odeur de poulet rôti, vraiment. Bah, ça sent le poulet grillé. Bah, bien sûr, en fait. Enfin, c'est horrible, en fait. Et puis bon, t'as des grosses rougeurs, clairement. Et ça dure longtemps, ça, ces rougeurs-là Non. Mais bon, quand même, faut protéger ta peau, tout ça. Et pour le coup, ça a été très, 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 très efficace. Sur le coup, parce qu'on y reviendra, je pense, après, mais moi, quand j'ai arrêté la pilule dans un objectif de grossesse, toute cette pilosité-là, par magie, elle est revenue. Super. Et parfois dans des zones qui s'étaient étalées. Parce qu'ils parlent, en fait. C'est pour ça que même moi, là, aujourd'hui, je te cache pas qu'en tant que femme, j'aimerais bien faire du laser pour mon épilation sous les aisselles. Mais ça me fait vraiment peur, parce que quand tu as le SOPK, ils parlent parfois de repousse paradoxale. C'est-à-dire que tu vas les enlever à un endroit, et ils vont venir apparaître à un autre endroit. Et imagine, tu les enlèves sur une partie et finalement, ils ont décidé de revenir sur un endroit vraiment visible de ton corps. Ça fait pas plaisir. Non. Et puis, très sincèrement, ça coûte des thunes de faire du laser. Ça coûte très cher parce qu'en plus, alors je sais pas où on en est aujourd'hui, mais la prise en charge financière des traitements liés à ce symptôme, à ce syndrome, était à l'époque, je pense, inexistante. Enfin, ou après, bon, je me suis peut-être pas renseignée. Et puis, je t'avoue qu'à cette époque-là, c'est pas moi qui prenais en charge mes frais médicaux, c'était mes parents. Mais je sais qu'il y a eu certaines avancées au niveau de la Sécu. Mais bon, malgré tout, tu vois, si tu fais une séance par mois, ça pèse énormément sur un budget. Et qui plus est, sur un budget d'étudiante. Moi, j'avais la chance que mes parents pouvaient m'aider. Mais certaines ne se retrouvent pas dans ce cas-là. Tout à fait. Donc voilà. Et c'est vrai que le poids est très lié à ce syndrome. Parce que si tu veux, quand tu souffres de ce syndrome, tu prends plus facilement du poids. Okay. Et quand tu prends du poids, le syndrome se développe. C'est magique. Donc tu prends du poids, donc le syndrome se développe. Donc tu reprends du poids, donc le syndrome se développe encore plus. Et je vois souvent sur les réseaux des jeunes filles, des femmes qui souffrent de ce syndrome, à qui les médecins disent « je vous mets sous pilule et puis perdez du poids ». Mais ouais, bah, après, c'est pas... En fait, le surpoids est pas... j'en fais pas une généralité parce qu'il y a des femmes qui souffrent du SMOP et qui sont, entre guillemets, qui ont un poids... Après qu'est-ce que tu appelles un poids normal, hein, je me prononce pas du tout là-dessus, mais qui sont des femmes qui souffrent pas du tout de surpoids. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment... Il existe vraiment plusieurs sous-syndromes, en fait. Mais bref, le poids, moi, c'est l'histoire de ma vie, vraiment, clairement. Quand... c'est dur d'en perdre, t'en perds, mais en fait, rien n'est acquis. Et puis, bah, c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, j'aurais jamais une silhouette filiforme, parce que je crois que je suis pas, physiologiquement, je suis pas née comme ça. Et puis voilà, ce syndrome aide pas du tout, en fait. Puis on vit dans une société qui est quand même grossophobe. Oui, malgré tout ce qu'on voit sur le body positif sur les réseaux, bon, bah voilà. C'est difficile après, justement, en tant que jeune femme, comme tu disais, jeune ado, et puis en grandissant, c'est vrai que la société n'est pas... Non, du tout. Tu vois, l'autre fois, je voyais un truc tout bête, mais ils ont comparé des shorts été en taille 3 ans, par exemple, pour un garçon et une fille d'une même marque. Ouais. Bah, en fait, déjà, quand tu souffres d'un certain surpoids à l'âge, même quand t'es enfant, bah, en fait, c'est pas très agréable de mettre un short court. Ou alors, tu vas aller t'habiller au rayon garçon pour avoir un type Bermuda qui te descend jusqu'aux genoux. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Enfin, bref, je trouve que des fois... Et moi, c'est vrai, quand j'étais à l'école, je me souviens, clairement, j'ai été brimée sur mon poids. J'avais j'ai eu à faire face à des insultes de type grosse vache, etc. Alors, je dis pas que c'était pas du tout lié, je pense, au syndrome à l'époque. Mais ça te construit après en tant qu'adulte. Carrément. Et là, je me rends compte que on s'éloigne un peu du sujet, mais ma fille rentre à l'école. Évidemment que je me dis, j'espère pas qu'elle va vivre la même chose que moi, parce que les enfants sont pas tendres. Non, et puis ça vient aussi d'autres personnes. Souvent, ça vient de l'entourage familial qui va peut-être dire les mêmes choses. T'as vu comment elle est habillée? On voit tous ces... Ouais, c'est des choses qu'on entend malheureusement. Et même ma fille, souvent, elle me dit « Ah maman, t'as vu mon gros ventre ?» et tout. Je dis « Non, Candice, tu n'as pas un gros ventre. »
elle a son ventre qu'elle a de bébé, entre guillemets. Et parfois, c'est pour rire, mais faisons attention à ce qu'on dit aux enfants, même quand ils ont 3 ans. Tout à fait, parce qu'après, ça se répercute un peu partout dans la vie. Et puis, ça reste avec toi. Quand t'es trop mince, qu'est-ce qui est trop mince d'ailleurs? Non, mais il n'y a pas de bonnes normes, etc. Voilà, mais on revient toujours. Mais merci à toi de partager ça. C'est pas simple, cette question de grossophobie dans la société. Ouais. Quand tu as vécu ça en tant que gamine, tu as des craintes un peu pour ce que peuvent vivre tes enfants, filles ou garçons d'ailleurs, hein, tu vois. Mais donc voilà. Enfin, du coup, voilà un peu mon syndrome. Mon syndrome que je trimballe avec moi depuis plus de 20 ans, je pense, parce que je l'avais sûrement en moi déjà avant. Ouais. Est-ce que tu veux faire une pause ou est-ce qu'on continue? Je veux bien boire. Ouais, je me suis dit. Merci à toi de nous avoir parlé donc, de ce parcours-là, déjà dès l'adolescence. Et donc par la suite, toi, quand tu as voulu avoir un enfant avec ton époux, comment ça s'est passé? Envie de rencontrer avec la gynéco, c'est ça? Ou le gynéco, je ne sais plus. Ouais, alors en fait, excuse-moi, j'ai juste oublié quelque chose sur l'androcure. L'androcure, du coup, moi j'en ai pris pendant un certain temps. Et quelques années après, une polémique a éclaté autour de ce traitement-là. Parce qu'ils se sont rendus compte que certaines femmes qui avaient du coup consommé ce traitement souffraient de tumeurs au cerveau. Alors plutôt ce qu'ils appelaient, je crois, des méningiomes, donc des tumeurs potentiellement bénignes, mais présentes. Voilà, en fait, on en est là quand même aujourd'hui. On donne des traitements à des femmes, mais c'est super. Ouais, elles ont moins d'acné, peut-être qu'elles gèrent leur poids. Tout ça pourquoi en fait? C'est quoi? C'est l'œil de la société en fait qu'on veut satisfaire. Et en fait derrière, tu te rends compte que voilà, comme d'autres scandales avec d'autres médicaments, finalement il y a des femmes qui ont des complications très rudes en fait. Et donc c'est vrai que moi à l'époque j'avais passé une IRM. Bien longtemps après, parce que étant claustrophobe, je t'avoue que je voyais pas ça d'un très bon œil d'être enfermée dans une genre de cabine. C'était un peu compliqué, mais oui, mais ça c'était il y a pas si longtemps que j'ai fait mon IRM, tu vois. Et mais encore une fois, et puis tu vois, en fait malgré tout c'est des coûts aussi. Enfin, peut-être pour toi, mais aussi pour la société en fait de devoir passer des IRM, alors qu'en fait moi si j'avais pu m'en passer, j'en aurais été heureuse. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire sur ce... Et c'est important de le dire, c'est important d'en parler, puisqu'en effet, se dire que tu prends un traitement pendant peut-être X années, 5, 6, 10 ans, et qu'on apprend derrière que ça donne des tumeurs, même bénignes, c'est quand même hyper flippant. Ouais, clairement. Et donc là, ton parcours de jeune femme, après, avec Fabrice, ton mari, vous décidez d'avoir un enfant, et comment ça se passe? Alors, du coup, avec Fabrice, on s'est rencontrés en 2013, donc c'était à peu près dans ces temps-là. Il faisait chaud, c'était la fête de la musique, tu vois. Ça fait à peu près, ça va faire 13 ans déjà qu'on est ensemble. Et au début, c'était un sujet, enfin, pas tant un sujet, voilà, c'était, on savait, voilà, qu'on aurait voulu un enfant, mais il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas d'objectif particulier. J'ai arrêté la pilule en 2018, parce que du coup, c'est vrai que je prenais la pilule depuis l'adolescence, clairement. Mon corps était habitué à la pilule pendant très longtemps. J'ai arrêté la pilule en 2018. C'était après des vacances qu'on avait passées en Sardaigne. Et voilà. Et juste pour t'expliquer, je suis tombée enceinte en juin 2022. Donc, il s'est à peu près passé 4 ans entre l'arrêt de ma pilule et la grossesse. Bon, clairement, quand j'ai arrêté la pilule, là, je me suis rendu compte, quand même, cette pilule, elle te permettait quand même de ne pas avoir trop d'acné, de gérer ta pilosité à peu près. Et là, je me suis rendu compte, ok, tu l'arrêtes, allez, là, c'est reparti comme en l'an 40, ma cocotte. Et ça va être dur. Faut savoir que moi, le SMOP, je pense, alors je me trompe peut-être, ne m'a jamais fait souffrir physiquement. C'est-à-dire que j'ai des règles normales, peu abondantes. J'ai peu de douleurs ovariennes avant mes règles. Je souffre quand même clairement de maux de tête très réguliers, etc. Ça, c'est un peu embêtant, surtout là en ce moment avec ces périodes de chaleur. Mais moi, j'ai pas eu de problème avec ça. C'est un syndrome, hormis l'impact sur ma personne et mon estime de moi physique. C'est pas un syndrome qui me fait mal, entre guillemets, dans ces sens-là du terme, comme...
peuvent souffrir, d'autres femmes qui peuvent souffrir d'endométriose et autres. Donc je m'estime plutôt épargnée par rapport à ça. Mais quand j'ai arrêté la pilule, clairement, ouais, là j'ai vu, il n'a pas fallu grand temps pour que mon acné revienne, surtout au niveau, tu vois, du bas du visage, au niveau du menton. C'est vraiment un acné hormonal, généralement, quand on en a ici. La pilosité au niveau du visage est revenue, alors que par magie, elle s'était évaporée avec les traitements de laser. Elle est revenue, tout ça est revenu. Je ne sais plus trop pour mon poids, je t'avoue, parce que ouais, c'est vrai, quand on est sous pilule, parfois ça s'accompagne d'une prise de poids. Donc là, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. J'ai pas... je m'étais dit, on va voir, mais dès l'arrêt de la pilule, je me suis dit, ça va être compliqué de tomber enceinte. Et je te dis ça parce que on me l'avait dit. Si je me le suis dit, c'est simplement parce que... globalement, le corps médical que j'ai rencontré pendant toutes ces années m'a toujours dit, le jour où vous voudrez avoir un enfant, ça va pas être simple. Et bah toi... Tu gardes cette idée. Mon corps, il a entendu que ça allait pas être simple. Et moi, même je me souviens, j'ai dit à Fabrice, je vais arrêter les pilules, mais clairement, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Ok, non, ça n'a pas été simple en fait. Ça n'est pas arrivé du ciel comme ça. Et ce qui est fou, vraiment, tu vois, les pouvoirs du corps, c'est que j'ai une amie qui souffre de ce syndrome également, mais qui a été diagnostiquée à l'âge adulte. Okay. Et sa première grossesse, elle est tombée enceinte en 2-3 mois, en ayant ce syndrome. Okay. Alors, je dirais, voilà, son corps était prêt, etc. Et franchement, j'en étais vraiment ravie, et je suis vraiment ravie que ça se soit passé comme ça. Et comme quoi, tu vois, je me dis que des fois, le fait de ne pas savoir peut entre guillemets, te sauver. Ouais. C'est peut-être une mauvaise interprétation. Mais tu ne sais pas. Tu ne t'es pas construit avec ce discours ambiant du tu vas avoir du mal à avoir un enfant. Ben, ça peut peut-être très bien se passer. Et donc, évidemment, voilà, moi, je me suis donné le temps. En plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, tu sais, on te dit, il faudrait attendre un an. C'est normal, des fois, il faut attendre un an, machin, etc. Alors, moi, j'ai dû arrêter la pilule en août. Mes premières règles sont arrivées en février d'après. Ok. Octobre, novembre, février. Ouais, donc presque 8 mois. C'est énorme. Ouais, je me souviens exactement d'où j'étais. J'étais un truc pour le boulot. Ah, ouais, impeccable. Bien vu, les filles. C'était pas trop ce que vous avez prévu, mais bon, on va gérer. Puisqu'on gère depuis très longtemps, en fait. Et ouais, donc tu vois, alors, est-ce que j'ai eu des ovulations pendant cette période-là? J'en sais rien. Mais en tout cas, mes règles sont arrivées 7 à 8 mois après. Et là, je me suis dit, ok. Et en fait, t'es perdu. Tu dis, mais attends. Alors déjà, normalement, la logique, c'est que si tu veux tomber enceinte, faut que t'aies une ovulation. Donc, faut que t'aies des règles. Et si t'as pas de règles, t'as pas d'ovulation. Peut-être que t'en as, mais moi, franchement, je me suis toujours dit que je voulais pas, et je respecte tout à fait les femmes qui le font, je ne voulais pas trop faire de tests d'ovulation, prendre ma température avant de mettre un premier pied à terre le matin, la symptothermie. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais pas, parce que je crois que j'en avais un peu bavé, en fait, avec mes traitements. Je voulais pas du tout entendre parler de la voie médicale, en fait, à ce moment-là. Donc déjà, comment tu fais pour reprendre un peu le pouvoir de ton cycle ? À cette époque-là, j'ai consulté une naturopathe qui était une fille vraiment géniale auprès de Fougères. C'est une fille vraiment super. Et alors, je dirais pas que c'est ça, mais bon, il y avait un accompagnement aussi pour la perte de poids. C'était moi qui le voulais, clairement. Donc, un peu un rééquilibrage alimentaire, des compléments alimentaires aussi, tu vois, mais des choses, je veux dire, on n'était pas dans du chamanisme, on était vraiment sur des compléments oméga 3, tout ça, un peu de gémothérapie aussi, avec des extraits de plantes, etc. Et je dis pas que c'est ça, mais malgré tout, j'ai vraiment vu la différence. Et j'ai réussi à retrouver des cycles menstruels plus ou moins réguliers. Donc déjà, tu vois, c'était un super... Pour moi, c'était une vraie réussite. C'était une grande, grande réussite. Je voulais pas du tout entendre parler de traitement. Donc, comme je suis un peu têtue, et puis j'étais à peu près sûre de moi, j'ai commencé à aller piocher par-ci, par-là. À aller voir des spécialistes de médecine douce, etc. Mais surtout pas de médecine générale, en fait. Quoi. Okay.
Donc j'ai consulté la naturopathe déjà. J'ai consulté un acupuncteur entre Rennes et Fougères qui était à Liffré. Vraiment un homme formidable. Parce que je me disais peut-être que l'acupuncture peut m'aider, tu vois, à retrouver des cycles réguliers, etc. Je ne sais plus trop si ça m'a aidé ou pas. En tout cas, les séances m'ont beaucoup aidé. Ça m'apaisait énormément. Ça fait beaucoup de bien, l'acupuncture. J'avais un peu une image d'un truc, j'allais me retrouver avec le corps rempli d'aiguilles partout. Non, pas du tout, parce que comme c'était en fait des causes hormonales, évidemment, il allait chercher des points très particuliers. Alors des fois, c'était pas hyper agréable, mais voilà, t'avais ta séance, il te mettait les aiguilles, après, voilà, et après j'avais une séance de relaxation de 20-30 minutes. Bon, je m'endormais très souvent. Ça m'apaisait beaucoup, c'était presque un peu une thérapie. Je suis allée voir aussi, alors je devrais pas rire parce que vraiment je ris parce que Fabrice n'y croit pas du tout, mais bon, je suis allée voir des magnétiseurs, voilà, des personnes, parce que je vis à la campagne et je ne dis pas que c'est une pratique courante en milieu rural, mais en tout cas, il y a du bouche à oreille. Oui, on sait que machin est un bon, alors on dit rebouteux, voilà, etc., qu'il est très établi. Donc, c'est vrai, tu arrives des fois, tu rentres dans des endroits où là, un petit monsieur dans sa caravane avec des croix un peu, etc. Alors moi qui suis athée, c'est vrai que c'est un environnement que je découvrais, voilà. Et c'est vrai, il me dit, t'as dû faire une fausse couche sans t'en rendre compte. Voilà, aucune idée, voilà, bref. Bon, bref, donc voilà, je consulte plusieurs, et puis bon, je vais pas te cacher que, évidemment, la grossesse n'arrive pas. Oui. J'en viens à me faire un peu une raison et à aller consulter ma gynéco, qui est à Cesson. J'avais changé de gynéco, parce qu'avant, j'allais voir une gynéco à Rennes, et elle était très bien, parce que je sais que j'ai des amis qui sont allés la voir, et je pense que c'est une fille super, mais le dernier rendez-vous que j'avais eu avec elle, elle m'avait dit, vous revenez me voir dans tant de temps, ou si vous avez du mal à tomber enceinte. Et je me suis dit, putain, elle n'a pas le droit de me mettre dans cette case. Ouais. En fait, je crois que je ne voulais pas entendre ça. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que, voilà, évidemment que je cochais toutes les cases pour avoir du mal à tomber enceinte. Mais je n'acceptais pas qu'on me range dans cette case avant de m'en donner l'opportunité et la chance d'essayer. Et ça m'a beaucoup déçue. Mais je comprends en même temps. Enfin, je veux dire, les médecins, ils ont des trucs. Bon, elle est comme ça, comme ça. Bon, à moins d'un miracle, évidemment, qu'elle va galérer, en fait. Donc, j'ai changé de gynéco. Et bon, voilà. Là, c'est clair que on a refait le point, on a refait plein d'analyses, etc. Et j'ai accepté d'entamer des traitements de stimulation ovarienne. Ces traitements-là, ils sont assez simples. Ils ne requièrent pas de passage à l'hôpital. C'est vraiment facile. C'est un traitement que tu prends qui va booster un peu tes hormones féminines versus tes hormones masculines. Et après, tu retournes chez ta gynéco pour voir où en est ton ovulation. Tu fais une prise de sang. Et après, elle te donne un peu le go pour, du coup, te faire une injection d'une molécule dont j'ai oublié le nom, qui te permet vraiment là de dire à tes ovaires, allez là, les gars... mettez-vous, on y va. On y va, quoi. Là, t'as 48 heures, quoi. Et donc, en gros, t'as une fenêtre de tir, de 48 à 72 heures. Et là, il est grandement recommandé d'avoir des rapports pour maximiser tes chances de tomber enceinte. Donc, voilà, c'est vrai que, le charme d'une grossesse qui vient naturellement est totalement rompu. C'est pas ce qu'on te raconte dans les histoires. Donc voilà. Après, nous, on l'acceptait, clairement. Mais tu vois, je me dis, si à ce moment-là, je sais pas, t'as une sale semaine au boulot, et c'est la canicule, là, comme en ce moment. Waouh, t'as pas du tout envie, quoi. T'as pas du tout envie, en fait. Là, tu dis, y a pas le choix, allez, on y va. Et donc, voilà. Donc, j'en ai fait... là, j'avais le droit à 6 cycles comme ça. Je pouvais les espacer. C'était moi qui décidais quand je voulais. C'est vrai que j'ai un peu stoppé
à un moment parce que pour moi, je ne peux pas faire deux choses à la fois. J'avais entamé le souhait du coup, comme je travaille dans la fonction publique, en fait, de passer le concours de la fonction publique. Et clairement, comme j'arrête pas de projeter, je m'étais dit, si je tombe enceinte, que je dois passer mon écrit ou mon oral en étant à 8 mois de grossesse, ça va être horrible. C'est un concours que je peux passer que tous les 2 ans. Donc en fait, j'ai dit, bon, on va attendre un peu. Je me suis quand même un peu consacrée à ça, professionnellement. J'ai eu mon concours, donc je pense qu'on a dû... Je sais plus exactement, mais ouais, c'est vrai qu'on a repris ensuite. Et donc, du coup, entre-temps, j'étais allée voir une ostéo, enfin, tu vois, parce que j'étais... voilà. Les ostéos peuvent aussi t'aider dans ce parcours-là. Et c'est une ostéo qui habite... Enfin, voilà, qui est installée près de chez moi, dans une petite commune à Gonnet. Et c'est une fille géniale, vraiment. Et elle a mis, je pense, beaucoup de cœur à essayer de m'accompagner. Elle en a parlé à son entourage de professionnels. Et un jour, je me rappelle, alors que j'avais encore des cycles presque, du coup inexistants, elle me fait une manip en me disant « ça se joue au niveau de ton cerveau ». Ça joue au niveau de ton cerveau qu'envoie des signaux au niveau de ton hypophyse pour ensuite sécréter plus ou moins cette hormone qui va te permettre d'ovuler. Ok. Et là, elle me fait une manip. En gros, elle me dit bah, si tu l'acceptes, je vais du coup placer un de mes doigts au niveau de ton palais, dans ta bouche, pour un point qui devrait, peut-être. Bon, bah, je dis bah vas-y. Bon, de toute façon, je suis là, donc. Testons. Et ouais. Et ben, ça n'a pas manqué. Hein. Mes règles, dans les jours qui suivent, sont arrivées. Alors, est-ce que j'entends ça ? Les personnes qui sont très cartésiennes vont te dire « Oui, mais t'as entendu ça, elle t'a fait la manip, donc évidemment, ça a déclenché. » Oui, comme on m'a dit depuis mes 16 ans que j'aurais du mal à avoir un enfant, et en effet, j'aurais du mal à en avoir eu un. Bref. Et donc, du coup, mes traitements de stimulation ovarienne, donc du coup, j'arrive au 6e, en mai 2022. Ils se soldent par un échec, par le retour de mes règles. À ce moment-là, du coup, c'est quoi tes options ? Bah, c'est soit t'espères un miracle, soit tu vas t'embarquer dans un parcours de fécondation in vitro, de vrai PMA, entre guillemets, de FIV. Moi, je voulais pas du tout. Et puis, Fabrice me dit, bon, allez, on prend rendez-vous avec ta gynéco. Il faut au moins qu'on ait les infos. Bah, très bien, j'étais trop... Moi, je voulais pas parce que en fait, c'était encore y aller. Encore y aller. Et puis, si tu veux, les traitements de stimulation ovarienne, globalement, ça se gère. Tu dois quand même aller faire des prises de sang, donc avant d'aller au boulot, parce qu'il faut être à jeun. Alors, des fois, tu vas faire tes prises de sang, bah, dans ton petit cabinet de campagne, là, tu te retrouves avec des gens... Ah, bah, t'es là, oui, machin. Bah, tu dis pas trop pourquoi t'es là. Et puis, bah, faut aller chez la gynéco le matin avant d'arriver au boulot. Mais si t'as une réunion à 9h et que la gynéco, elle te laisse à 9h moins 5. Enfin, tout ça fait que je trouve des fois, c'est un peu compliqué à concilier avec un environnement de travail. Ceci étant, c'est vrai que moi, à cette époque-là, j'avais... ma manager était très à l'écoute. Je voulais pas lui en parler à un moment. Et je sais qu'à un moment, quand on a envisagé d'aller vers la FIV, j'ai commencé à lui en parler parce que mon employeur, en fait, me permettait aussi de pouvoir me dégager des temps dédiés pour pouvoir mener à bien ces parcours. Et puis voilà, à un moment, ma gynéco était en vacances, j'étais allée au Sécos à Rennes, à l'hôpital Sud. Et c'est vrai que c'était une expérience, somme toute, un peu particulière parce que là, je me suis pris en pleine poire la réalité de l'infertilité. Parce que moi, quand j'allais chez ma gynéco, j'étais seule. Et là, en fait, je suis entourée de femmes qui sont là pour la même chose que moi. Des femmes qui sont habituées à être là. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, du coup, j'ai rendez-vous à telle heure. On me donne un post-it, on me dit, bah, vous êtes le numéro 6, par exemple. On vous donne un post-it parce que, du coup, quand on va vous appeler, il faut y aller. Parce que des fois, en fait, c'est un peu gloubi-boulga dans le cabinet. Et les femmes qui peuvent être arrivées après vous, parfois, passent avant vous. Ok, donc là, je me dis, c'est à moitié la loi de la jungle, ce truc, ou quoi ? Donc, je reste sur ma chaise. Évidemment, à ce moment-là, après... 1 heure après avoir pris mon café, je commence à très avoir envie d'aller faire pipi, mais je ne m'absente pas de la salle d'attente, parce que s'ils appellent le numéro 6 et que je ne suis pas là, ça se passe comment ? Donc, à mon tour de passer, et là, la jeune femme qui m'accueille me dit « Mais vous n'êtes pas allé faire pipi ?»
Bah non, mais je vois rien. Je suis désolée, enfin, vous voyez rien, mais moi, c'est la première fois que je viens là. Faut que j'aille au taf après. Et en fait, je me suis dit, mais si je me fais piquer ma place, on aurait fait encore un cycle pour rien. Donc, du coup, en fait, hyper compliqué, quoi. Donc, ouais, encore, tu vois, une estime de soi pas très... pas toujours au climax, quoi. Bon, bref. Voilà, c'était pas... Mais en même temps, je comprends. Mais voilà, c'était... la personne qui m'a fait ma prise de sang était adorable, etc. C'était vraiment très, très gentil. Mais c'est vrai que c'est à la chaîne. Et c'est cette réalité-là. Comme, évidemment, Fabrice qui est allé au Sécos pour pouvoir aussi faire un spermogramme, etc. C'est une réalité aussi. Tu te retrouves avec, évidemment, hein, t'es pas le seul homme qui vient pour ça. Et ouais, ça peut être... Alors, dans un sens, c'est dur à vivre, mais ça rassure aussi des fois. Je Tu te sens moins seule, du coup. dire, ah ok, en fait, je suis pas la seule à galérer. Et donc voilà, donc on prend rendez-vous chez ma gynéco le 4 juillet 2022, je m'en souviens. Je dis à Fabrice, avant de prendre mon rendez-vous, tu vois, je dis, putain, c'est bizarre. Là, à ce moment-là, j'avais retrouvé des cycles nickel, naturellement, ce qui était quand même génial. Hein. J'en étais très, très fière. Et j'avais 5-6 jours de retard. Ouais, c'est quand même bizarre. Je ne peux pas être enceinte quand même. Enfin, ça me paraîtrait trop bizarre. On va chez ma gynéco, elle nous fait le topo, elle nous explique comment se passe une FIV. Et moi, j'avais les larmes aux yeux, vraiment. C'était un discours que je n'étais pas prête à entendre. Et en fin de rendez-vous, vous avez des questions, tout ça? Je lui dis, ouais, moi j'ai une question. J'ai un retard de règles de 5-6 jours, quoi. J'aurais dû les avoir là, et là, elles ne sont pas arrivées. Donc, je vous dis ça, mais vraiment de façon très, 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 très évasive. Mais est-ce que peut-être que je peux faire un test sanguin? Parce que je les connaissais, les tests, hein, le bêta-HCG. Hein. Je le faisais à chaque fois. Hein. Il était négatif à chaque fois. Donc, je commençais un peu à connaître le truc, quoi. Donc, je dis, est-ce qu'on ferait pas un test? Elle me dit, oui, bien sûr, hein, je vous fais une ordonnance, tout ça. Il s'avère que son cabinet était en face d'un labo, donc il était, je sais plus déjà quelle heure. Enfin, en gros, ma matinée de boulot était foutue. Donc, j'ai dit, on y va. Hein. Je suis allée toute seule, Fabrice est reparti au travail, donc je vais faire... Je dis ça à la nana et elle me dit, vous savez, parfois, il y a vraiment des trucs qu'on n'explique pas. Et je crois que elle-même, cette personne qui m'a fait ma prise de sang ce jour-là, m'a dit, moi, ça m'est arrivé en fait. Tomber enceinte comme ça, un peu miraculeusement. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite, madame. Bon, très bien, je repars au boulot. Dans l'après-midi, je reçois les résultats. Je me souviens exactement d'où j'étais. Je dis, ok, donc là j'ai le gros palpitant. J'ouvre. Et là, c'était pas les mêmes résultats que les 6 fois précédentes. Il y avait un balbutiement. Il y avait une grossesse. Et du coup, ça m'émeut un peu. Ouais, je sens ton émotion. Mais j'étais enceinte. Cette grossesse tant attendue. Ouais. Hein. Et je me souviens, la première chose que je fais, évidemment, j'appelle pas la gynéco qui m'avait dit, si vous avez du mal, revenez me voir. J'appelle Fabrice. Je dis, putain, je suis enceinte. Je suis enceinte. Il y a un truc qui s'accroche là-dedans. Et c'est vrai que plusieurs mois avant, encore sur ce délire de magnétiseur, j'étais allée voir quelqu'un. Alors là, je suis vraiment désolée pour les oreilles très cartésiennes qui nous écoutent. Hein. Vous pouvez arrêter pendant quelques minutes. Allez, 2 minutes. Allez, 2 minutes. Allez, même 30 secondes. Je fais ça très rapidement. Je vais voir un magnétiseur près de Fougères parce que tu vois, j'essaie encore un peu de me rattacher. Allez, je dis, je suis pas allée voir celui-ci. Bon, allez, pote. Bon, on n'est plus à 50 € près. Bim, allez, on y va. Et puis, il me dit... J'ai d'autres amis qui étaient allés le voir. Et il me dit, mais... il me scanne, il scanne un peu mon corps comme ça. Et puis il me dit, mais vous n'arrivez pas à tomber enceinte, mais je crois que vous avez fait une fausse couche, en fait, sans vous en rendre compte. Putain, mais comme l'autre qui me l'avait dit il y a 4 ans avant. Et il me dit, en fait... alors là, vraiment, je suis désolée. Hein, je suis pas vraiment pas... J'ai pas pris de substance, mais vraiment, il me dit... en fait, il y a un truc qui est resté et on va le faire partir, en fait. Parce que ce genre d'âme, je ne sais pas si on dit une âme ou pas, est resté et empêche quelqu'un d'autre de s'installer, en fait. C'est pas trop.
Bon, évidemment, il le fait sans aucune manipulation. Hein. Il le fait, voilà, par suppos, en passant ses mains sur mon ventre, un petit peu avec une distance, etc., sans me toucher. Moi, je repars avec ça. Je crois qu'à ce moment-là, j'en ai pas parlé à Fabrice parce que je me suis dit non, mais vraiment, il va péter un câble. Mais bon. Il l'écoutera ici. Oh, voilà. Je dis bon, bah voilà. Et bref, bon, bah 2-3 mois après, voilà. Je suis enceinte. Enfin. 4 ans après, je suis enceinte. Et je me souviens, le soir, je reçois un appel d'un numéro privé, donc j'imaginais que c'était ma gynéco. Ça, c'est l'histoire de ma vie, hein, mais j'étais pieds nus à la maison et je me dépêche et je me prends le gros orteil dans la table basse. Enfin, ça, c'est vraiment, je me prends, tu vois. Donc, tu décroches, tu te dis, non, je suis désolée, je viens juste de me prendre, enfin, bref, et tout va bien, oui, je respire, allez-y. Et là, elle me dit, Madame Ferrand, c'est une super nouvelle. Vous êtes enceinte ? Bah ouais, je suis enceinte, ouais, waouh, c'est un truc de ouf. Bon, bah, ok. Donc, en fait, après, si tu veux, tu refais j'ai refait en fait une prise de sang, je crois, à plus 48 ou 72 heures pour voir si mes marqueurs de bêta-HCG étaient en augmentation et pour voir si on pouvait confirmer, en fait. Et voilà, le début de l'histoire. Une belle histoire. La petite Candice qui avait décidé de venir se loger dans ce cocon. Merci. Oh là là, c'est émouvant hein, de raconter ça. Hein. C'est émouvant de l'entendre parce que, en effet, comme tu disais, ça faisait 4 ans. C'est très très long. 4 C'est ans. long. En fait, tu te dis après, des fois, je me dis, est-ce que j'aurais aimé faire autrement ? Je crois que non, en fait. Enfin, tu vois, je suis tombée enceinte à 32 ans. Moi, je m'étais toujours dit, idéalement, je voudrais tomber enceinte à 28 ans. Mais ouais, mais on décide pas, en fait, quoi. Et est-ce que j'aurais fait autrement ? Je sais pas. Je pense que oui, si j'avais pu tomber enceinte avant, ça n'aurait pas été de refus. Mais voilà, c'est comme ça. Après, c'est vrai, dans ces moments-là, moi, je pense qu'à un moment, j'étais OK. Et puis après, j'ai commencé, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je trouve que c'était une réaction très, très égoïste, et je pense que je m'en veux d'avoir pu avoir ces pensées-là, mais dans ces parcours-là, bon, t'as la trentaine, évidemment, autour de toi, il y a des gens qui, du coup, des copines qui tombent enceintes, et c'est vrai que je pense qu'à cette époque-là, c'était pas toujours facile. Et aujourd'hui, je suis désolée d'avoir pu aussi ressentir, je pense, une certaine forme de jalousie. Mais je crois que c'était trop dur. Et puis, si tu veux, au début, nous, on n'en parlait pas de ça. Et puis, à un moment, moi, j'ai commencé à dire à tout le monde, voilà, on essaye d'avoir un enfant, en fait, quoi. Non pas par rapport à des réflexions malvenues, parce que je me souviens pas en avoir eu, en fait, tu vois. Mais plus, il n'y a pas de tabou. Voilà, sachez que nous, on essaye d'avoir un enfant et que c'est pas simple. Et au moins, ça peut libérer certaines personnes en face, tu vois. Enfin, je trouve que c'est plus simple, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est vrai que j'étais enceinte. Et c'était pas mal parce que c'est tombé l'été. Et je sais pas, cet été-là, l'été, les copains, ils partent en vacances. Tu vois peut-être un peu moins de monde. Donc, on a pu annoncer ça un peu plus tardivement. Et du coup, j'ai quand même annoncé à ma famille assez tôt. Aussi... pour la simple et bonne raison que une dizaine de jours après, je partais aux Vieilles Charrues pour être bénévole. Et évidemment, quand t'es enceinte, tu bois pas d'alcool. Hein, voilà. Et c'est vrai que je pense que j'étais plus à l'aise. C'était pas parce que j'allais boire comme une folle, mais une bière ou deux, voilà. C'était non. Et ouais, j'avais envie de le dire. Et puis parce que... à ce moment-là, je me disais, il y aura du soleil, il faut que je me protège. Enfin voilà, j'étais déjà dans ce truc de me dire, fais attention, ça pourrait ne pas tenir. Ouais. Cette grossesse, elle pourrait ne pas tenir. Parce qu'en fait, voilà quoi, enfin tu vois, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de femmes et de couples qui vivent ça. Et je m'étais dit, voilà, on va attendre quoi. J'étais pas en mode, j'étais très heureuse, mais j'étais pas en mode c'est gagné. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux faire une pause ? Donc là,
Tu rentres dans le 3e mois de grossesse à peu près, après les vieilles charrues? Ouais, enfin non, non, c'était tout au début, mais à la rentrée, quoi, si tu veux, tu vois, septembre, ouais. Et comment ça se passe, cette grossesse? Alors, la grossesse, elle se passe très bien. Super. J'ai vraiment... c'est génial, quoi. J'ai une super grossesse. Enfin, j'avais rien projeté parce que je pouvais pas savoir. Après, je pense qu'à cette époque, je m'y intéressais pas trop. Les témoignages des gens qui m'entouraient, finalement, je pense que j'y prêtais pas trop attention. Et puis, chaque cas est unique, en fait. Tout à fait. Je me souviens simplement qu'au début de grossesse, j'avais des soucis un peu d'insomnie. J'avais du mal à m'endormir. J'avais du mal à trouver le sommeil. Je sais pas, j'avais l'impression que mon cerveau était un peu en ébullition, quoi. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me caractérise, en fait. C'est même pas le fait d'être enceinte. J'ai souvent un peu de mal à débrancher. Et ouais, j'ai pris beaucoup de fatigue. Tu vois, j'étais pas trop cernée et j'ai eu beaucoup mes cernes sont apparues et je les ai gardées après grossesse, clairement. Je pense que c'était un peu lié à ces soucis de sommeil. Après, j'étais très bien. J'ai vraiment eu une grossesse parfaite. J'ai pas eu de désagrément particulier. J'ai pas eu une seule nausée. J'ai jamais eu envie de vomir. J'ai pas eu trop de reflux non plus. C'est pareil, tu vois, j'avais pas des grosses envies, j'avais pas de pulsion alimentaire, j'avais même pas faim. Il y avait rien qui me donnait envie. Rien ne me donnait envie pendant ma grossesse, surtout au début. Des fois, des gens disent bah, moi j'ai bouffé que des cornichons pendant ma grossesse. Mais moi, il y avait rien qui me donnait envie. Et c'était presque un problème parce que clairement, j'adore la nourriture, j'adore manger, je trouve ça génial. Et là, j'avais pas envie de quoi que ce soit. Voilà, donc ça, mais vraiment une très très belle grossesse. Un temps en plus un peu suspendu sur l'été, parce que c'est vrai que du coup, j'ai vraiment pu garder ça pour moi. Je l'ai dit assez rapidement à mes parents, à ma sœur, à mes grands-parents maternels aussi, parce que j'ai la chance de les avoir encore. Je l'ai aussi annoncé de façon peut-être un peu plus prématurée à une amie proche qui était dans un parcours un petit peu compliqué et qui, elle, souffre d'endométriose. Et voilà, c'est vrai qu'on se soutenait dans ces parcours-là. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit, comment ça va se passer pour la première qui va tomber enceinte? C'est pas facile, en fait, quoi. Donc, je lui ai dit assez rapidement et je lui en serai toujours reconnaissante de la réaction qu'elle a eue parce que je pense que j'avais beaucoup d'appréhension. Et elle était très heureuse et vraiment, c'était un moment émouvant, c'était un beau moment. Donc voilà, ça c'était, cette petite temps suspendu, c'était vraiment chouette. Et non, globalement, j'ai pu faire des choses. Tu vois, je suis partie avec mes copines au mois de novembre au Maroc. C'était un voyage qu'on avait prévu bien avant ma grossesse, quoi. Je suis partie avec les copines. J'ai juste dû éviter une activité et adapter le hammam, tu vois. Mais sinon... Génial. Ouais. J'ai dû avoir le Covid pendant ma grossesse, mais j'ai pas eu trop de symptômes, donc tu vois, ça a été. Donc non, ça s'est vraiment, ça s'est bien passé. J'ai pas, je sais, alors j'en reviens toujours à ça, hein, mais j'ai pas pris beaucoup de poids pendant ma grossesse. Clairement, je dirais pas que c'est peut-être l'arrêt de l'alcool et de la charcuterie qui aide, mais peut-être un peu. Mais voilà, enfin, j'ai fait très très attention à mon régime alimentaire, mais vraiment j'avais très peur, tu vois, du fromage au lait cru, de la charcuterie. Je crois que j'ai même pas mangé de jambon cru. Enfin, j'avais vraiment de grosses craintes liées à ce que je mangeais. Donc j'ai eu une attention très particulière pour ça. Je me suis dit, merde, en fait, ça fait 4 ans que j'ai attendu. À un moment, il faut que je sois un peu au rendez-vous, quoi. Mmh.
Et j'ai fait très, très, très attention. Je ne le regrette pas du tout. J'étais immunisée contre la toxoplasmose. Donc ça, c'était génial. C'est vrai que ça, c'était cool. Ça, c'est chouette, ça, par contre. Ouais. C'est de la charge mentale en moins. Carrément. Et puis, voilà, c'est vrai que tout s'est bien goupillé. On a cherché une nourrice pour notre fille. À l'époque, je ne savais pas, tiens, d'ailleurs. C'est un point particulier, c'est qu'on n'a jamais demandé le sexe du bébé. Et alors là, mais je le referai tout le temps. Enfin, je veux dire, j'ai dû trouver ça génial de ne pas savoir. Comme j'ai tendance un peu parfois aussi à trop projeter les choses dans ma vie, je me suis dit que c'était bien de ne pas savoir. Donc non, ça s'est bien passé. Voyage, voilà, je l'ai annoncé à mon travail. C'était nickel, en fait. Ça s'est vraiment bien fait. Et après, voilà, j'ai été en congé maternité avant l'accouchement en janvier. Je devais accoucher en mars. Le terme était prévu pour le 16 mars. Et donc du coup, super, c'est vrai que ce moment-là, quand t'as pas d'autres enfants, c'est vrai que c'est chouette, quoi. Tu peux vraiment profiter. Et en fin de grossesse, je dirais, 2-3 semaines avant le terme, j'avais des symptômes. Une nuit, je me réveille et j'avais des démangeaisons au niveau des paumes des mains et de la plante des pieds. Donc 1-2 nuits, voilà. Après, donc du coup, j'étais suivie pour la fin de ma grossesse à partir, je crois, du 7e ou 8e mois. J'étais suivie à la Sagesse, là où je devais accoucher. Et donc j'appelle la Sagesse, je leur dis, j'avais l'impression, tu sais, d'avoir genre perdu le bouchon muqueux. Enfin, moi, j'étais pas très au clair, tout ça. Puis donc elle me dit, ouais, ça c'est pas grave, voilà. Puis je lui dis, si, ah ouais, c'est trop bizarre, mais je vous le dis, en fait, j'ai les paumes des mains et la plante des pieds qui me grattent, et surtout la nuit. Et là, elle me dit, ok, vous venez demain. D'accord, de toute façon, j'avais rien de prévu, et puis a priori, je suis en congé mater, donc il n'y a pas de problème. Allons-y, j'avais rien prévu, donc ça tombe bien. Ok, donc là je comprends pas trop, mais du coup on me fait un monito, on me fait des analyses, on m'explique que je pourrais souffrir d'une pathologie qui s'appelle la cholestase gravidique. Ça commence comme cholestérol, tu vois, là, ça s'écrit un peu de la même façon. Cholestase gravidique, terme inconnu au bataillon. Très bien, donc je pourrais avoir ça. En fait, c'est une maladie un peu particulière qui peut arriver, je crois, à tout moment de la grossesse. Moi, j'ai eu la chance qu'elle arrive en fin de grossesse. C'est tes acides biliaires qui passent dans ton sang. Et qui passent dans ton sang et qui peuvent du coup aller jusqu'à ton bébé par le cordon. Et ça peut empoisonner ton bébé. Donc, c'est-à-dire que ton corps se retourne contre le bébé que tu couves, en fait, que tu niches. J'étais en fin de grossesse, donc pour moi, ça allait. Les femmes qui souffrent de ça sur un stade prématuré de grossesse, ça peut être très, très gênant parce que ça peut... Alors, je ne suis pas là pour du tout faire circuler un discours alarmiste, mais vraiment, ça peut conduire à la mort in utero de ton bébé. Donc voilà, moi, j'ai eu des prises de sang, etc. Et puis, il fallait attendre un petit moment avant d'avoir les prises de sang. Donc, la prise de sang a confirmé cette cholestase gravidique. Et du coup, on m'a on m'a annoncé que je pouvais déclencher. Je pouvais avoir un déclenchement de grossesse. Et là, j'ai été très, très triste. Ne me demande pas pourquoi. Je trouvais que c'était pas normal d'avoir eu une si belle grossesse et d'être déclenchée parce que je le vivais comme un échec, ce qui n'en est pas du tout un. Mais moi, je le vivais comme un échec parce que ça devait naturellement arriver. Le bébé devait naturellement devait décider d'arriver. Ouais. Et là, on l'obligeait à arriver. C'est pas normal, en fait. Ouais. Je sais pas, j'avais pas signé pour ça. Et donc, ils me disent que je reviens dans quelques jours. Donc, je me rappelle, c'était le 8 mars. Journée des droits des femmes et journée où la rocade était complètement bouchée à Rennes. C'était la journée où il y avait une maxi... Tu sais, à un moment, il y avait des grèves par rapport à la réforme des retraites et du coup, ça avait vraiment paralysé la ville de Rennes. Donc, j'arrive un peu en retard, tout ça. Et du coup, vraiment, le personnel à la Sagesse... Des personnes géniales, c'était des personnes très à l'écoute. Je faisais en parallèle de l'acupuncture, je me déplaçais pour faire de l'acupuncture avec des sages-femmes. C'était vraiment des temps que j'aimais beaucoup et c'était vraiment, ça m'apaisait beaucoup.
Et donc, je refais monitoring, etc. Et là, on me dit, en plus de la prise de sang, vous allez faire une échographie digestive. Okay. Bon, j'étais à la sagesse, j'étais au bon endroit. Et du coup, je vais... Et en fait, je passe presque toute ma journée à la sagesse parce que moi, j'avais pas trop compris. J'attendais qu'on m'appelle pour passer du coup cet écho. Et en fait, je crois qu'en fait, ils attendaient que je vienne au bureau des consultations. Donc, il y a eu un genre de flottement comme ça. Et je me rappellerai, après, c'était pas du tout gênant. Je lisais un bouquin, c'était le roman de Valérie Perrin qui s'appelait 3. Je le dis parce que je l'ai commencé avant ma grossesse et je m'étais dit, ouais, vas-y, je vais avoir le temps à la mater, je l'emmène. Et quand mes copines, elles ont vu que je faisais ça, elles me disent, mais t'es ouf, toi, enfin, tu vas jamais avoir le temps de lire. Elles avaient raison. Spoiler, elles avaient raison. Bref, et donc, du coup, c'était pas gênant, là, j'avais mon temps. Bon, je fais une échographie, tout allait bien, tout ça. Et puis, ce sage-femme, alors je crois qu'on les appelle les mailloticiens, mais je me trompe peut-être, moi, c'était un homme. Il me dit, on laisse 3 jours. Et si c'est pas mieux, on vous appelle vendredi. Et du coup, on vous déclenche. Ok, très bien. Et du coup, le vendredi, j'avais toujours pas d'appel. Et moi, j'étais hyper embêtée parce que je me disais, mais il faut que je sache, quoi. Je les appelle, ils me disent, on n'a toujours pas vos résultats, etc. Et puis, le vendredi soir, il m'appelle, il me dit, les taux du coup, les détecteurs de la maladie augmentent de façon très significative. Vous venez demain matin. Donc, le 11 mars, le samedi 11 mars. Comme ta date d'anniversaire, hein, ça, puisque toi, t'es du 11. Ouais. Toi, t'es du 11. Non, moi, je suis du 8 janvier. Ah, je sais pas. C'est Candice qui est du 11 mars. Ouais, ok, pour non, je suis restée sur le 11. On couperait cette partie. Ou je suis restée sur le 11 pour une raison, je ne sais pas laquelle. Du coup, samedi 11 mars. Voilà. Donc... Ouais, c'était pas... Je pense que j'avais eu le temps, une petite semaine pour me dire que j'allais être déclenchée. Et je me rappelle, je me voyais bien quand je disais à des gens, je vais probablement être déclenchée. J'avais des gens en face, surtout des copines je voyais bien, elles me disaient rien. Mais je pense qu'elles en pensaient pas moins. Elles se disaient, oh, tu vas peut-être en chier ma cocotte, etc. J'avais des gens qui disaient, oh là là, ça a l'air d'être horrible quand on est déclenché. Je crois que tes douleurs, elles sont multipliées. Oui, de toute façon, on verra bien, en fait, quoi. Moi, je n'étais pas trop stressée, ça allait. Et du coup, voilà, je suis arrivée à la maternité, en fait. Le matin, 6h, je suis réveillée par des crampes. Mais tu sais, je me disais, c'est des crampes intestinales, c'est horrible. Et en fait, non. En fait, oui, c'était un peu des crampes intestinales, je te passe les détails. Mais... En fait, c'était Candice qui avait décidé d'arriver. Elle avait peut-être entendu, en fait. Pas trop être déclenchée, moi. Elle était peut-être déjà têtue à l'époque. Décidé d'arriver. C'est aujourd'hui, mais c'est pas un autre jour. Et du coup, bref, on arrive à la sagesse, tout ça. Et bref, on a été très, très, très bien pris en charge. Et je sais plus comment il s'appelait Romain. Il était trop gentil. Et du coup, j'ai eu ils m'ont donné un comprimé, en fait. Voilà, j'ai pris un premier comprimé. Mais j'avais déjà un petit travail qui se mettait en route. Et du coup, je devais reprendre un comprimé après. Il vient me voir. Puis il me dit, est-ce que vous êtes là ? Je vous propose... J'avais vraiment l'impression, oui, allez, dites-moi. Je vous propose un décollement de membrane. Ok, j'en sais rien, c'est quoi ? J'avais toujours entendu ma cousine qui me disait, oh là là, moi c'était horrible, le décollement de membrane. Je me dis, je suis là, allez, option premium, allons-y, quoi. Faites-vous plaisir. Déclenchement. Voilà, ouais. Il fait le décollement de membrane, je lui dis, en fait, ça m'a rien fait de particulier, mais ça pouvait accélérer le truc. Okay. Et voilà, après, ça allait, et puis après, ils m'ont mis dans une chambre, et là, je commençais à avoir des contractions quand même de plus en plus vives. Il était midi, 13h, tout ça. J'ai dit, ça va... Au début, je ne savais pas, moi, si je voulais trop une péridurale. J'avais entendu de l'entourage qui disait, moi, je ne voulais pas, tout ça. Ou alors, je n'ai pas eu le temps d'avoir. Je dis, on verra bien. Et là, je me dis, ça va être costaud quand même. Je ne sais pas, je crois que... bref. Et on m'installe, on me propose de prendre un bain. C'était en tout début d'après-midi. Je dis, ça peut être pas mal. Et en fait, j'arrive dans la salle de bain. Et là, il se passe un truc, je perds les os. Et là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et je dis à la sage-femme qui était partie, je crois qu'il se passe un truc, je crois que je viens de perdre les os. Elle me dit, ok, je coupe l'eau du bain, vous n'allez pas
du tout, évidemment. Prendre de bain, vous allez en salle de naissance direct. D'accord. Et en fait, voilà. Et au début, je m'étais dit non, ça va aller. Et donc, Romain me dit, écoute, je sais plus, il devait me vous voyez. Je vous préviens juste. Péridurale, pas péridurale, c'est votre choix. Je vous préviens juste, si vous voulez une péridurale, il faut compter à peu près 45 minutes entre le moment où vous prenez votre décision et le moment où ça commence à faire effet. Ok. Et là, je me souviens, il commence à sortir de la pièce. Et là, j'ai une contraction monumentale. Je lui dis, revenez, je la veux, tout de suite. Il me la pose, tout ça. Vraiment, c'était bien parce que ça m'a apaisée et je crois que ça m'a permis aussi d'atténuer ma fatigue. Et donc, du coup, ça a été vraiment salvateur. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a mis un peu dans du coton. Parce que je crois que le premier enclenchement était assez, tu vois, ils ont dû pas mettre une grosse dose, mais pour que je puisse être bien. Et en vrai, j'ai été bien. Et je le dis ici parce que c'est pas quelque chose qu'on m'avait dit pendant ma préparation à l'accouchement, mais je vais donner une image qui est pas très glamour, clairement. Je sentais que ça me poussait au niveau de mes fesses, vraiment. Et je me suis dit, c'est bizarre, un bébé, ça sort pas par là, normalement. Donc, je me retenais, je contractais. Ouais. Et en fait, à un moment, je le dis, en fait. Je lui dis, mais c'est bizarre, je sens que j'ai une poussée, mais vers cet endroit de mon corps et pas vers mon vagin. Et il me dit, mais c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut. Ah, bah détends-toi, en fait, tout va bien se passer. Et tu vois, je regrette de ne pas l'avoir su pendant ma prépa accouchement, parce que pour moi, ce n'était pas normal de ressentir ça à cet endroit de mon corps. Donc, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui vont accoucher un jour, vraiment, c'est normal. Et de faire caca aussi, d'ailleurs, parce que ça peut arriver de faire caca, parce que ça pousse et c'est un bon signe. Ouais. Ça ne m'est pas arrivé, personnellement, mais voilà, ça veut dire que votre bébé s'engage. Donc, laissez-le le faire. C'est ça. Et donc, bon, bref. Et ouais, c'est vrai, franchement, j'ai bien géré ma péri. Et en gros, ils se sont un moment posé la question, puisque Candice, elle était positionnée vers la tête qui regardait vers le plafond. Et c'est gênant, en fait. Un bébé n'accouche pas comme ça. Donc, ils auraient pu faire une manip pour essayer de la retourner, mais pas au point d'aller jusqu'à la césarienne pour autant. Et en fait, elle s'est retournée toute seule, comme une grande. Donc voilà, donc ça s'est bien fait. Et à un moment, voilà, c'est vrai qu'il y a eu un changement d'équipe. Je ne sais plus comment s'appelait la sage-femme qui m'a accouchée, mais qui était adorable. Marion, je crois qu'elle s'appelait. Et puis elle me dit, bah là, en fait, si vous voulez un peu sentir l'accouchement, je vous invite à ne pas remettre de dose de péri. Voilà, on a fait ça comme ça. Et globalement, franchement, la sortie, enfin vraiment, les dernières poussées se sont bien passées. C'était un peu dur. Enfin, en fait, c'est dur dans le sens où je trouve que j'étais fatiguée physiquement. Et pousser dans les préparations accouchement, c'est bien. Pousser dans la vraie vie, c'est autre chose. Oui. Et je ne savais pas si je poussais bien. Parce que moi, j'avais l'impression de pousser vers plutôt vraiment mon fessier. Enfin, c'est dur, en fait. C'est une sensation qui est vraiment que je ne peux pas décrire. Et en fait, Candice s'engageait, puis des fois, elle remontait, et puis elle commençait à fatiguer. Mais j'étais sereine et l'équipe était sereine. Et il y a le fameux de ces passages, le cercle du feu, là, je m'en souviens. Et là, je crois qu'elle m'avait proposé de mettre un peu d'eau. Donc non, franchement, ça allait. Elle me disait, ouais, on voit la tête. Il ou elle, le bébé a des cheveux. D'accord, ok. Et puis finalement, elle est née à 22h03. Et ça a commencé à quelle heure, tu dirais, 13h? Alors, ouais, mais vraiment, je crois que ça a été vers 20h, 20h30 qu'ils ont vraiment... parce que tu sais, j'ai eu le col qui s'ouvrait et je devais être à 8, je crois, à 20h, je crois. Et du coup, je leur avais demandé, vous croyez qu'elle va arriver le 11, le 12 ? En fait, ça dépend. Et du coup, elle est arrivée le 11 et elle est née le même jour qu'un de ses cousins. Oui. Trop mignon. Donc du coup, voilà. Et on a su que c'était une fille à ce moment-là. Donc c'était trop super de le découvrir à ce moment-là. Et du coup, j'ai été très bien. Après, ils l'ont pris. Ils m'ont laissé, tu vois. Après, ils me l'ont redonné pour la tétée d'accueil. Alors, c'est fou, parce qu'en plus, elle était fluette, la petite Candice. Elle était de 2,8 kg quand elle est née, 46 cm. Un petit gabarit.
Et j'ai pris le temps, voilà. Et c'est vrai que j'ai eu une légère, je crois, déchirure interne, mais très léger. Et franchement, j'ai pu vite me remettre debout, aller aux toilettes et remonter en chambre, quoi. Ouais, vraiment, j'ai eu 0 complication sur l'après, physiquement. Oui, je sais, on va arriver à la partie du Je mets postpartum. une nuance physiquement. Comme ma grossesse, j'étais très bien et en pleine forme. Et donc, quelques jours plus tard, Candice et toi, et aussi Fabrice, vous sortez donc de la sagesse. Ouais. C'est moins ça, c'est moins top. C'est pas du tout... c'est 2 salles, 2 ambiances. Ça a commencé par le séjour à la maternité. Je m'étais mis en tête d'allaiter. J'en faisais vraiment un principe. Je voulais allaiter. J'avais lu plein de choses. J'avais acheté des choses. Des soutiens-gorge spécial allaitement, des crèmes, etc. L'allaitement ne se met pas bien en place. Candice ne prend pas bien le sein. Je n'ai pas de lait. Ok, je me fatigue. Vraiment, je me suis tuée à l'ouvrage. Véridiquement, je me suis tuée. On met en place mince, comment on appelle ça? Les tireuses, non. Le tire-lait, tu veux dire? Le tire-lait. Le tire-lait, oui. Tireuse. Non, ça c'est pour la bière. Ça c'est pour la vieille charrue. Un tire-lait. On met en place un tire-lait. Clairement, j'ai rien. J'ai dit, tu vois les flacons. Ouais, je dois arriver au 2e trait. C'est pas avec ça que ma fille elle va prendre du poids. Hein. Donc, elle prend pas bien le sein. Je ne trouve pas ma position. C'est horrible. C'est horrible. J'arrive pas, en fait. Je me dis, putain, mais tu vas y arriver. Parce que c'est ce qu'il faut pour ta fille. Ta fille, elle doit voir ton lait. Elle doit pas avoir le lait des labos. Je vais y arriver. À un moment, du coup, pour faire un peu... pour flouter un peu Candice, elle est à mon sein et on lui passe le DLA, je sais plus comment ça s'appelle, le dispositif là d'allaitement. Oui. Hop, il lui passe un petit tuyau, comme ça elle a l'impression de prendre mon sein, tout ça. Ah, au secours. Je n'ai pas confiance en moi. Je ne me fais pas confiance. Je ne fais peut-être pas confiance à mon bébé non plus. Je suis obligée à chaque fois d'appeler quelqu'un. Tous les 3 heures. Mais du coup, c'est vrai que les équipes de la sagesse, elles ont autre chose à gérer aussi parfois. Je suis dans un état de fatigue avancé, très sévère. J'adore dormir. Hein. Il me faut au moins 8 heures de sommeil par nuit. Hein. Sinon, je ne suis pas bien psychologiquement. Et ça ne se met pas en place. Je le vis extrêmement mal. Et à cette époque-là, je ne sais pas si les sages-femmes ou les puéricultrices, elles me disent « Mais si, c'est bon, vous allez y arriver ». Est-ce qu'elles y croient vraiment ou est-ce qu'elles se disent que c'est peine perdue? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais eu de montée de lait. Donc effectivement, ça pouvait difficilement se mettre en place. Je dors pas. Je dors pas, pourquoi? Parce que il faut lui donner tous les 3 heures. Faut lui donner tous les 3 heures. Il faut la rendormir. C'est pas une mince affaire. Faut tirer mon lait. Il me reste une fenêtre de 30 minutes. Je n'ai pas faim. Je suis pas bien. Je ne dors pas. Je ne sors pas de ma chambre. Je sors 1 ou 2 fois de ma chambre. Et une fois pour appeler 2 amis. Et j'arrive pas. Tout devait bien se passer et j'arrive pas. C'est très bizarre parce que Candice est là, c'était un souhait. On a eu un parcours compliqué. Je devrais être heureuse. Puisque ma famille est heureuse, puisque mes amis sont heureuses. Je devrais être heureuse. Je devrais pouvoir allaiter. Et tout ça, en fait, ça y est, je commence à me dire, ça y est, bon, tu coches pas les cases. Tu devrais être heureuse, tu l'es peut-être pas tant que ça. Tu devrais allaiter, t'allaites pas. Soit dit en passant, c'est pas trop grave, mais j'avais prévu que de la taille 1 mois. Candice, en fait, on s'est rendu compte qu'il lui fallait du 0. Donc en fait, c'est pas grand-chose, mais tu sais, le personnel, il passe. Ah, son pyjama, il est un peu grand. Oui. Arrêtez, quoi. Oui, je sais, il est grand. Et moi, bim, ça me refout un coup de moins bien. Et elle perd du poids.
Perd du poids, elle arrive à 2,6 kg, ce qui est normal. Bah oui, en fait, les bébés en général perdent 10% de leur poids de naissance. Ouais. Mais je le vis comme un échec parce que j'arrive pas à allaiter. Et du coup, j'en viens à être dans un tel état de fatigue que ça paraît... aujourd'hui, je me dis, mais waouh, c'est allé très loin. Ça me paraît totalement abject, mais je me souviens d'un moment où je suis allée dans la chambre, dans la salle de bain de la chambre. Et je commençais à avoir des hallucinations visuelles. Je voyais des visages de bébés qui prenaient le sein partout. Et je me souviens spécifiquement, c'est horrible de dire ça, j'en viens à me dire vraiment que je mets des mots sur des choses très dures. J'en viens à être aux toilettes. Et tu sais, dans les toilettes des chambres de mater, tu as un distributeur de papier là. Et je vois une forme de visage là-dedans. Et je me dis, waouh, là, t'es en train d'aller loin. T'es en train d'aller trop loin. C'est horrible. Mais je voulais allaiter. Tu vois, en fait, c'est comme ça, en fait. J'étais dans cet imaginaire-là. Et parce que, aussi, je me souviens de certaines discussions avec des proches qui me disaient, mais tu vas y arriver. Et moi, je me disais, c'est ce qu'il y a de mieux pour Candice, que je l'allaite. Et personne t'a parlé à ce moment-là de conseillère en lactation, des choses comme ça? Il n'y a personne qui a mis ça en place du tout? Non. Ouais. Et je crois que à cette époque-là, je crois que je ressentais une forme de culpabilité parce que j'avais tout pour être bien, pour être heureuse, Candice était là, et j'arrivais pas. Et je ressentais aussi une très forte culpabilité vis-à-vis d'amis qui étaient dans des parcours, qui essayaient aussi de pouvoir entamer une grossesse et qui n'y arrivaient pas. Et je me disais, je ne peux pas dire à ces gens que je vais mal. Même à mon entourage amical, je ne peux pas leur dire. Et je me souviens que quelque temps après, j'ai pu en parler de façon un peu plus rapprochée à 2 amies. Et elles m'ont dit, mais pourquoi tu nous as pas dit ? J'ai pas dit parce que peut-être qu'il y avait une forme de pudeur, parce que c'était en fait mettre les mots sur une situation qui était réelle et que peut-être j'essayais d'étouffer aussi. Et je pense que dans ces cas-là, quand on ne dit pas à des gens proches, et c'est normal que ces amis proches peuvent se dire « Ma mince, en fait, quoi. Enfin, pourquoi elle nous a pas dit ? On aurait pu être là pour elle. » Parce que peut-être que dans ces cas-là, le soutien peut aussi venir d'amis qui ont pu avoir des enfants, qui savent aussi te rassurer, etc. Te disant que ça va être passager, que tout vient par s'atténuer et se calmer. Et ouais, donc je suis allée assez loin. On est rentré à la maison 1 semaine après. J'ai fait 1 semaine à la mater, c'était très très long. Et ça, mais rien que ça, tu sais, pourquoi t'es restée 1 semaine ? Et bim, allez, ça te remet dans le truc de... Les gens peuvent pas savoir, mais ça m'a remis dans le truc de j'ai pas réussi à allaiter, etc. Enfin, et je me souviens qu'à la Sagesse, on a demandé à... Franchement, on y était et il y avait un ostéo qui passait le samedi. Candice, ça fait 1 semaine. Et on a demandé à ce qu'il puisse nous voir. Et il s'avère, en fait... alors je ne dis pas que c'était lié à l'échec de l'allaitement, Candice avait un torticolis donc ce qui fait que c'était fou, je l'ai pris en vidéo, il nous montrait au début de la séance, elle tournait légèrement la tête. En fait, elle pouvait pas prendre le sein. Bien sûr. Et à la fin de la séance, tac, c'est fou. Enfin, franchement, elle passe dans les mains de ce spécialiste-là, de cet ostéo, pouf, le jour et la nuit. Et en fait, je crois que je suis rentrée à la maison et je me suis dit, stop. Ce sera fini l'allaitement. Surtout qu'on avait commencé un peu les biberons à la mater. D'ailleurs, le premier biberon que Candice prend, c'est les tout petits biberons là qui te donnent. Elle le prend, tout va bien. Et là, en 2 minutes après, Maxi Geyser, elle évacue tout. Pas habituée. Une quantité et un débit qu'elle n'avait jamais eu depuis qu'elle était née. Elle a dû se dire, waouh, c'est quoi ce délire ? Donc voilà. Et on est rentré à la maison. Fabrice avait pris ses dispositions, donc il a eu un congé paternité qu'il avait pris en 2 périodes. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivée dans un état de fatigue à la maison qui était très avancé. Et j'étais vraiment à côté de mes pompes. Et je me souviens avoir eu mon père au téléphone et lui dire « Je pourrais jamais remonter la pente. » Et il m'a dit « Si, tu y arriveras. »
Oui, évidemment, j'y suis arrivée. Mais et puis, je crois que je me sentais très seule. À la fois en tant que maman et peut-être en tant que famille aussi. De se retrouver à 3, c'est très bizarre. T'es sortie de chez toi, t'étais 2, là, tu ramènes un être, un petit être chez toi. C'est très étrange, en fait, quoi. Puis c'est un inconnu. C'est un inconnu. Et puis, tu es seule responsable de ton enfant. C'est vertigineux. C'est une responsabilité énorme, en fait. Et au départ, je pense que ça me paraissait, waouh, un peu, très, très trop, quoi, pour moi. Mais en fait, non, on est tous... je pense qu'on peut tous y arriver. Il y a quelque chose que je trouve toujours assez dans les récits d'allaitement, peu importe qu'on souhaite ou qu'on ne souhaite pas. Il y a quelque chose que je trouve qui est dommage qu'on ne dit pas. Enfin, là, vraiment, à titre de doula, je le dis systématiquement. Mais en fait, tu as allaité. Oui, c'est ça. Ton histoire d'allaitement, peut-être qu'elle a duré 3 jours, mais c'était 3 jours. Ouais. Et souvent, quand on arrête l'allaitement, on se dit, bon, parce que j'ai pas assez de lait, parce qu'il y a plein de choses, on a tendance à oublier ces 3 jours-là. T'as sans doute vachement galéré, c'est clair, mais moi je me permets de le dire parce que peut-être qu'il y aura des personnes qui entendront en se disant bah, moi j'ai pas allaité, mais si en fait t'as allaité, et ça je trouve que ça... Mais par contre en effet l'allaitement ça peut aussi apporter un certain stress parce que comme tu es la seule personne à nourrir ton bébé, bah, ça donne un stress énorme. Ouais, puis tu vois, après, j'étais fatiguée, stressée, donc entre guillemets, toutes les conditions pour peut-être ne pas avoir de montée de lait, etc. Tu vois. Et je pense que après voilà. Puis tu vois, je me dis l'allaitement ça aurait été chouette, c'est vrai, mais dans un sens, le fait de donner le biberon, ça m'a permis aussi d'avoir du temps, de trouver du temps, puisque c'était du coup une alimentation partagée entre Fabrice et moi. Carrément. Ouais. De dormir aussi. De dormir aussi, bien sûr. Mais le retour à la maison a été un peu compliqué. Je crois que j'avais vraiment... j'étais là en mode je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire, on m'a pas expliqué comment ça marchait un bébé, et j'avais beaucoup d'appréhension à être toute seule à la maison avec elle. Et je vis à la campagne, alors je dis pas que ça aurait été, je sais pas, mais tu vois, la moindre PMI, à ce moment-là, faut faire 20 à 30 minutes de route, et je suis pas sûre de m'en sentir capable, tu vois. Ça, si, en fait, maintenant, je me dis, mais bien sûr que si, ça l'aurait fait. Mais c'est pas rien, tu te dis, est-ce que si elle a envie de prendre son biberon à ce moment-là, elle va se mettre à pleurer. Et moi, c'est vrai que les pleurs d'un bébé, j'ai beaucoup de mal à les gérer. Donc voilà, c'est vrai que ça a vraiment pas été simple. Des boules au ventre, un peu, voilà. Et clairement, je pense que aujourd'hui, je sais le dire avec regret, mais j'ai fait une dépression postpartum qui n'a pas été diagnostiquée et non accompagnée. Voilà. Je me souviens d'avoir, dans l'après-grossesse, avoir suivi la rééducation du périnée auprès d'une sage-femme et de lui parler, de l'alarmer un peu sur mon état. Et puis c'est vrai que moi, je m'étais dit, un bébé, ça dort en journée. Et en fait, ce n'était pas le cas de Candice. Et c'est vrai que j'étais devenue obsessionnelle du sommeil. Oui. Et elle me tend une feuille avec un questionnaire. Et elle me dit, ça, en gros, vous répondez à ce questionnaire. Et puis, ça va, en gros, vous dire si vous souffrez d'une dépression postpartum. Et si c'est le cas, voilà le numéro d'une psy. Ok. Et je me suis dit, je repars avec ça. Mais je crois qu'à cette époque-là, j'ai pas fait le test. C'est un peu de ma faute, hein. Faut pas que j'en veuille. Faut que j'arrête d'en vouloir. Et d'être parfois un peu critique vis-à-vis de cet accompagnement-là. Mais j'aurais peut-être dû plus prendre les choses en main. Mais je crois que j'avais pas la capacité de le faire à l'époque. Et c'est vrai que je suis repartie avec cette feuille et je me suis dit, je fais quoi de ça ? Et je crois qu'en fait, c'était aussi que je n'acceptais pas d'être dans cet état-là et qu'il fallait mettre ces mots-là. Moi, j'avais entendu parler de la dépression postpartum. Je me suis dit, moi, je vais avoir un petit baby blues à la mater, puis c'est bon. Non, en fait. Ça a duré, c'est pas bon, en fait. C'est pas bon. Et ce qui n'est pas bon, c'est de ne pas se faire accompagner. Donc, voilà. On s'en rend compte parfois après, parce que c'était pas on n'était pas dans les dispositions pour le faire, etc. Et puis parce que je m'étais dit, c'est du temps que je vais pas passer avec Candice, il faut que je sois là pour elle, etc.
Mais non, j'aurais dû me faire accompagner et je crois que j'avais pas la force. Et c'était aussi mettre les mots sur un état dans lequel j'étais et que je refusais de regarder en face. Donc, je suis un petit peu de mauvaise foi parce que je me dis que j'ai peut-être pas été accompagnée à juste titre et que j'ai trouvé à l'époque que le fait de me remettre un questionnaire et que après moi, c'est vrai que c'était à moi de me prendre en main pour aller voir une psy, tout ça. Je l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû aller aussi voir mon médecin traitant, tout ça, mais je crois que j'étais perdue. Et puis l'accompagnement d'une dépression postpartum, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire, comme tu dis, la personne, elle vit ça. Ok, on peut te remettre quelque chose, mais derrière, il y a peut-être un suivi aussi en tas de plans en disant est-ce que, madame, vous avez pu aller voir, qu'est-ce qu'a donné le test. C'est pas juste toi. Moi, je trouve que c'est vraiment une prise de soin global parce on va accompagner le bébé très vite, un peu les parents en disant comment ça se passe, ça fait 7 jours, le bébé a tel âge, comment est-ce qu'il grossit, etc. Mais maintenant, les médecins prennent un peu plus de temps, mais parfois, s'ils sont très pressés, le bébé va bien, ok, bon, on y va, on passe à autre chose. Et donc, s'il y a les vaccins, etc., on peut voir, évaluer la santé mentale. Mais si tu dis que tout va bien, c'est pas tant de ton fait, c'est que parfois, t'as pas envie non plus d'embêter les autres. Et parfois, il y a ceux qui vont voir, ouf, la madame, elle a pas l'air d'aller trop bien. Et moi, je tiens à dire, pour avoir vu pas mal de mamans avec une dépression postpartum qui m'en ont parlé, je trouve que c'est pas si simple que ça d'être accompagnée parce que on sait pas comment demander de l'aide. Parce que du coup, tu t'attendais pas à vivre ça, puisqu'en effet, toi, tu t'attendais à avoir une belle grossesse, elle était belle, l'accouchement plutôt ok, puis après, ouais, c'est pas toi. Non, et puis en plus, c'est vrai que vraiment l'entourage familial, par exemple, ou autre, mais c'est pas du tout c'est pas du tout une critique, mais c'est super, elle est trop mignonne. Tu te dis bah oui, c'est vrai, en fait, c'est super, c'est super. Ça doit être super. C'est vrai que là, dans ces cas-là, c'est de mettre les mots et en fait, je me suis rendu compte après coup que moi-même, parfois, par rapport à certaines personnes voilà, qui avaient pu avoir je me suis dit, est-ce que je suis pas passée à côté de certains signaux venant de personnes de ma famille ou d'amis qui étaient des signes révélateurs peut-être, enfin tu vois, entre ce qu'on dégage, mais moi parce que je pense que je faisais bien une illusion aussi. Pas facile, hein. C'est une période très très difficile, très délicate, et tu t'en es senti, enfin, à quel moment toi tu t'es dit j'en suis sortie? Eh ben ça, j'arriverai pas à le dire, à vrai dire. Bon, déjà, c'est vrai que j'ai repris le travail en juillet, j'avais pris... voilà. Et ce qui était vraiment bien à cette époque-là, c'est qu'on avait décidé de se partager un congé parental avec Fabrice. Et il a pris un congé parental. Donc c'est vrai que moi, j'ai pu reprendre le travail dans des dispositions plutôt idéales, où j'avais, entre guillemets, moi à m'occuper, tu vois. Et le simple fait, le premier jour où tu reprends le travail, de dire « Oh, je vais pouvoir manger normalement », un truc de fou, ouais. Donc ça, c'est... Je dirais que ça aide. Après, quand est-ce que j'en suis sortie? À vrai dire, j'arrive pas à savoir. J'ai pas eu de traitement, hein, tu vois. Bah, tu sais, comme je te le disais, hein, ça a été pour moi non diagnostiqué. Je pense que vraiment, c'est parce que peut-être que j'ai un peu de mal avec le stade nourrisson. Je n'ai qu'un enfant, donc je dis pas... Voilà. Est-ce que j'ai peut-être un peu de mal avec ce stade nourrisson où... pas trop savoir, il a besoin de quoi, tout ça, est-ce que je fais bien? Mais on en revient à la confiance en soi, en fait, hein, ce qui est un peu aussi l'histoire de ma vie, en fait, quoi. Donc voilà, je crois que c'est ça aussi. Et je pense que ça s'est vraiment atténué quand Candice a grandi. Et quand elle est allée, c'est vrai, quand elle a été gardée après par une nounou, au mois de septembre, elle avait 5-6 mois. Je pense que ça a beaucoup aidé parce que elle a pris un rythme qu'elle n'avait pas du tout avant. Elle a commencé à dormir en journée. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu aussi des instants où j'ai pu moi-même plus me reposer qu'avant. Et ça a été beaucoup mieux à ce moment-là. On avait vraiment une nounou merveilleuse. Une personne vraiment Très bien. que j'estime beaucoup. Ouais, que j'estime beaucoup. Et d'ailleurs, Candice continue un petit peu, on a gardé un petit contrat avec sa rentrée à l'école, elle continue d'y aller et à chaque fois, je ne sais pas laquelle des deux est la plus contente d'accueillir, mais c'est marrant, enfin, c'est trop mignon. Et ouais, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est atténué, arrêté. Mais je crois que quand on devient parent, moi, ce qui m'a vraiment fait une sensation de, tu sais,
d'avoir le sol qui se dérobe sous mes pieds. C'était vraiment de se dire, je suis responsable de cet être pour le restant de ma vie. Ouais. C'est une charge immense. Ouais. Et une forme de pression. Parce que toi, tu dois rester bien, solide pour accompagner cet enfant qui va s'autonomiser petit à petit, mais là, qui a amplement besoin de toi, en fait. Donc, il ne faut pas lâcher. Si toi, tu commences à craquer. Et c'est vrai que je me dis, ça a dû être très compliqué pour Fabrice aussi, parce que tu vois ta compagne dans un état pas toujours simple, et puis il y a peut-être un sentiment un peu d'impuissance à ce moment-là aussi, quoi, tu vois, en se disant ça va passer, ouais, ça va passer, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc voilà, mais ça s'est clairement atténué avec le temps, mais je n'arrive pas à mettre une date ou une période précise. Je me dis que peut-être au bout... peut-être qu'il y a un cap quand ton enfant il a 1 an, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, après, j'ai eu beaucoup d'angoisse en tant que maman. Pas tant sur le sommeil, mais plus sur la nourriture, les morceaux, tout ça. J'étais très, très, très angoissée. Et ça s'est apaisé après, voilà, quand elle a commencé à avoir une alimentation beaucoup plus... Je pense que c'est vraiment beaucoup d'inquiétude à l'état de nouveau-né et de bébé, vraiment, quoi. C'était ça. Ce qui est légitime. Ouais. Tout à fait. Et puis après, voilà, j'ai eu, au niveau du travail, j'ai changé de poste aussi. Donc je pense que ça m'a fait... on dit souvent, alors là c'était une opportunité, mais on dit souvent que parfois, quand t'as un enfant, il y a des choses qui s'ouvrent au niveau professionnel. Et voilà, je pense que c'était le bon choix aussi de changer de poste. Ouais, voilà, un peu un avant-après aussi. Ouais. Et ça a corroboré à peu près avec l'anniversaire, 1 an et demi de Candice. Bon, je dis pas que c'est ça, hein, clairement. Mais... Et puis c'est marrant parce qu'après Candice, ça a été un super bébé. Ça a été un super bébé. Elle est géniale. Enfin, je veux dire, ah oui, c'est vrai qu'au début, elle dormait pas beaucoup en journée, mais elle nous faisait des nuits de dingo. Et là, je me suis rendu compte, c'était plus de... En fait, moi, je voulais tout avoir. Un bébé qui dort en journée et le soir, ouais. Il peut peut-être pas tout avoir. Et je me suis dit, c'est pas moi qui... Enfin, je décide de certaines choses pour cet être, mais lui-même décide de certaines choses pour lui. Ah, mince. Non, tu n'as pas les pleins pouvoirs sur ton enfant. Et c'est pas un genre, tu dors. Ben non, si tu veux pas dormir, il dort pas. Et ça, je vois bien que je peux vite sortir de mes gonds dans ces cas-là. Quand moi, j'ai décidé que là, à ce moment-là, tu devais faire la sieste et qu'elle n'a pas envie ou que quand elle était bébé, voilà. Et moi, j'avais déjà prévu qu'à ce moment-là, tu sais, j'allais en profiter pour faire la vaisselle, tout ça, parce qu'il y a toute ta maison aussi à gérer. Ça, j'avais beaucoup de mal à gérer l'imprévu. Je pense que c'est l'imprévu que j'ai eu beaucoup de mal à gérer. Mais évidemment, c'est une petite fille... alors là, elle grandit, etc. Mais c'était un super bébé. Et c'est encore une super petite fille. Enfin, voilà, évidemment. Mais c'est un super bébé. On l'a emmenée avec nous partout. Elle a été gardée... à ses 6 semaines, elle était gardée toute une nuit entière et on n'était pas là. Je veux dire, on a eu la chance de pouvoir aussi se libérer et pouvoir faire des choses avec des amis ou autres grâce à sa capacité à s'adapter et à aller à droite à gauche et d'être contente de voir du monde. C'est vrai que c'est une sacrée étape de devenir parent. Merci à toi de me raconter tout ça. Ouais. On fait une petite pause pour que tu y... Ouais. Merci beaucoup Manon. Donc là, on arrive vers la fin comme d'hab d'un épisode de Casse & Pause avec mes traditionnelles questions maintenant des messages coup de gueule, messages pépites, souvent messages pépites, donc plutôt pour qu'est-ce que tu retiens un peu de cette parentalité, maternité tu mets tout ce que tu veux dedans, en fait, et le message coup de gueule après. Alors, sur les pépites, c'est vrai que vraiment, pour moi, ça a été une expérience folle d'être enceinte. C'est un temps que je considère vraiment comme suspendu. En fait, je me suis dit, si tu penses pas à toi à ce moment-là, tu penseras quand à toi ? Ça dure 9 mois, c'est court, c'est long, à la fois. Et moi, je me suis vraiment dit, là, vraiment, c'était pour toi. Parce que, aussi, ça a été tellement compliqué que c'est peut-être ta seule grossesse. C'est peut-être ta seule grossesse. C'est peut-être ton seul accouchement.
Et aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera ma seule grossesse, mon seul accouchement. Je ne l'ai pas vécu comme ça. Je me suis dit peut-être qu'il y aura autre chose, tout ça. Aujourd'hui, je sais pas. Donc il n'y a pas besoin trop de préciser, mais c'est vraiment être enceinte. J'ai vraiment trouvé que c'était magique, c'est magnifique. Et vraiment, je regrette, comme je le disais, je regrette pas d'avoir eu ce parcours. Aujourd'hui, je témoigne, donc peut-être qu'il peut aider d'autres personnes, ou du moins certaines personnes, les aider à se dire qu'elles ne sont pas seules non plus dans cette aventure qui est parfois douloureuse. Donc ça, vraiment, un temps suspendu, il faut profiter à fond. Et puis, je suis désolée, mais voir son enfant grandir, c'est quand même complètement fou, en fait, quoi. Quand ton enfant là, a 3 ans, c'est une période où... alors, je réponds beaucoup à des « et pourquoi ? C'est une autre forme d'énergie que de changer des couches. Carrément. Mais c'est complètement fou aussi. Et puis, ça te rapproche de personnes, en fait. Ça fait des liens communs aussi avec d'autres personnes, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Sur le message vraiment un peu coup de gueule, c'est que j'avais lu un livre d'Anna Roy par rapport à ça. C'est que vraiment, je regrette j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait assez peu d'accompagnement psychologique. Je dis bien psychologique, parce que physique, ça c'est moi passé sans encombre. L'accompagnement autour de la santé mentale, de la psychologie, je trouve n'est vraiment pas abouti une fois qu'on a accouché de son enfant. Et aujourd'hui, nous, on ne sait pas trop si on veut un deuxième enfant ou pas. Mais moi, une des choses que je me dis, c'est que je me dis, est-ce que si c'est pour repartir dans cet engrenage, c'est non. Je ne serais pas capable encore un jour de vivre ça. Mais peut-être que comme c'est un deuxième, je vais pas... en fait, tu peux pas faire de plan sur la comète. Et peut-être que si j'avais été accompagnée, ou j'avais soit moi pris l'initiative de le faire, ou qu'on l'avait fait pour moi, je serais peut-être pas dans ces questionnements-là aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu mon regret. Le manque de préparation sur l'après. Et la dépression postpartum n'est pas un tabou, mais pour autant, je trouve qu'elle n'a pas encore... sa place. Et en même temps, c'est normal. Il y a plein de femmes qui n'en font pas. Et c'est super de ne pas en faire. Et en même temps, si tu en fais, ça permet peut-être aussi de mieux te connaître. Et de connaître un peu tes faiblesses, tes failles, et puis de les corriger si tant est que tu souhaites les corriger. Voilà. C'est plutôt ça. Le manque... pas le manque d'écoute, mais le manque d'accompagnement. Ça éviterait en plus plein de choses en cascade. Ça éviterait des... Tu vois, après, surtout le système, après, peut-être en arrêt de travail, tout ça, en fait, ça crée des dommages collatéraux comme un caillou que tu lances dans un étang. Ça, c'est le caillou, ça va être la dépression. Mais après, tout autour, tout ce qui va, en fait, après, influer sur la société, sur ta personne, sur ta famille, sur ton entourage, on pourrait éviter peut-être parfois ce genre de choses. Et moi, je me dis tout le temps, est-ce que Candice, elle a ressenti des choses ? Je ne le saurai jamais. Et ça l'a construit aussi comme elle est, mais je veux pas que ça l'affecte en tout cas, ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, c'est une petite fille pleine de vie. Peut-être qu'un jour, je lui parlerai de tout ça. Mais j'avais des craintes parfois de me dire, elle a dû sentir que sa maman était pas bien. Mais bon, on peut pas prouver scientifiquement, en fait, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup à toi pour ta vulnérabilité. Comment est-ce que tu vas là, toi, à cette fin d'épisode, cette fin d'échange ? Eh ben, ça va. Je suis contente d'avoir pu m'exprimer. J'espère que je me suis pas trop appesantie parfois sur des sujets. J'espère que ça a été clair, fluide. Et puis, je me dis que je suis tout à fait prête à pouvoir échanger avec des personnes qui voudraient le faire de façon bilatérale, en direct, suite à l'écoute de cet épisode. Je ne suis pas du corps médical, je n'ai pas une connaissance infinie sur notamment le syndrome qui m'affecte et le SMOP. Mais si ce témoignage peut servir à certaines personnes qui ont des doutes, qui disent « Ah, peut-être que moi je souffre de ça, etc. » Voilà, je suis toujours prête à échanger. Okay. Merci à toi de cette proposition. Je te remercie vraiment, Manon. C'est toujours
Moi, je suis toujours très émue d'entendre les mamans. Là, j'étais émue d'entendre... on avait déjà échangé toutes les deux. Mais merci d'avoir pu te confier, d'avoir été vulnérable. C'est jamais évident. On ne se connaît pas trop en plus. Donc, merci à toi d'être venue. Et je crois que toi aussi, tu avais des remerciements à faire. Oui, alors je voulais déjà te remercier, toi, déjà, de m'avoir accueilli à ce micro. Je pense qu'en effet, le témoignage, peut-être que certaines personnes de mon entourage vont l'entendre et vont peut-être être un peu... vont découvrir certaines choses. Et je pense que c'est une bonne chose. Et la deuxième personne que je voulais remercier, c'est Elsa. Elsa, c'est une collègue de travail que je connais depuis presque 10 ans maintenant. Et c'est elle qui nous a rapprochés. C'est elle qui nous a mis en contact. Et je lui en suis très reconnaissante parce qu'au début, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais pourquoi moi ? Pourquoi moi plus qu'une autre ? Et je pense que Elsa est devenue maman il y a quelques années. Je pense que la parentalité nous a en quelque sorte rapprochés. Et vraiment, je la remercie très chaleureusement. C'est quelqu'un de très précieux. Et un grand merci à elle parce qu'au-delà de m'offrir ce cadeau, je crois qu'elle l'offre aussi à ma fille qui pourra écouter ce témoignage quand elle sera en âge de l'entendre. C'est vrai, je remercie aussi Elsa que je connais aussi. Par ailleurs, c'est une amie. Merci et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Casse & Pause. Si Casse & Pause vous a plu, je vous serai reconnaissante de vous abonner, de le liker, de le partager, de le commenter pour que ce podcast vogue encore plus loin. Je vous laisse sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Handpan Joe, un joueur de handpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je vous invite à l'écouter, ce qu'il fait d'une douceur incroyable. D'ici là, take care.